Oui, cette émission de sport va être salée, elle va être épicée, elle peut même être dramatique. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Bienvenue sur le stream, bienvenue dans House of Sport, l'émission trustée et squattée, il faut le dire, par First Team depuis maintenant de nombreuses années. Et on est ravis de les retrouver tout autour de ce plateau, notamment mon premier qui a connu l'une des plus belles gueules de bois de sa vie. C'était jeudi matin. Et ne lui dites pas, excusez-moi, que ce n'était que du foot. C'est monsieur Thomas Dufan qui est avec nous. Salut Tom, ça va ? Effectivement, toujours pas remis. Toujours pas remis de cet événement, de cet affront que l'on a subi en tant que supporter parisien et supporter du football aussi. Toujours pas remis, toujours pas douché. Hein. Et ça n'a rien à voir avec le foot. Et ça, c'est bien plus problématique. Il y en a même pour les sourds. Je tiens à le préciser, il y aura une séance de psychanalyse, voire de psychothérapie pour tous les supporters parisiens. Dans cette émission, ce sera d'ailleurs le cadre du dossier. Lui a brûlé l'Irola. Il a aussi fêté Benzema, mais c'est surtout un président fier qui nous rejoint aujourd'hui et qui a doublé les primes hier du côté de Malakoff, monsieur Arwan Abotret. Exactement, c'est ça l'info principale, c'est que Malakoff a gagné le tournoi des As et a pris une énorme option pour rejoindre la Nationale 3. Et effectivement, Benzema, le PSG, tout ça, c'est secondaire. Malakoff est coaché par Aboutou Kamara et avec Arthur Sen et Thomas Laroukis qu'on connaît, a fait le taf et ils ont fait kiffer nos amis de Malakoff. Prime doublée à Malakoff, ça veut dire combien ? Ça veut dire, c'est qu'au lieu de venir avec un pack de douche, je vais venir avec une valise. Je vais venir avec une valise jeudi soir. Ils devaient être très heureux. Et ils sont très heureux, mais ils ne jouent pas pour l'argent. Exactement. Et c'est ce qui fait la force de ce club. Exactement. Et l'esprit de cette équipe, on en parlera d'ailleurs dans cette saison, c'est promis. Depuis mercredi, il est sans dessus-dessous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi l'exil, tel Napoléon. On l'a vu marcher sur les plages ce week-end, tel le général de Gaulle. Du côté de l'île de Ré, c'est monsieur Paul Harrer, bien évidemment. On fait aller, Manu, on s'y remet tranquillement après cette désillusion de mercredi, mais bon, j'ai hâte, je pense, ça va servir d'exutoire tout à l'heure, ce petit débat. Il y a pas mal de choses à dire, notamment suite au match face à Bordeaux qu'on a vu ce week-end. Beaucoup de choses à dire aussi. T'as enlevé ton plaid déjà, Polo. On a avancé par rapport à vendredi, quoi. Et on lui a retiré le tube de Tranxène aussi également de la veste, c'est toujours un peu mieux. Enfin, mon dernier, lui, a vécu une semaine mi-figue, mi-raisin. Son raisin lui a été livré par le 15 de France, c'était vendredi soir. Et puis la figue, synonyme bien sûr de descente d'organes, lui a été offert par le Paris Saint-Germain, lui aussi. Joseph Ruiz est avec nous et notre invité aujourd'hui. Salut Joseph. C'est une réunion de supporters anonymes. Salut Manu. La forme, tranquille ? Bah écoute, oui, ça va. Vraiment un bon week-end, effectivement, grâce au 15 de France. Moins bonne semaine. Mais comme Napoléon, Polo, ne t'inquiète pas, on reviendra. Ça serait très bien. On reviendra sur l'île. Ne finis pas sur une île, quoi. Pas le meilleur des comebacks. Choisis bien ton île. Tant qu'on marque l'histoire. Ah, tu l'as bien marqué. Le sommaire, les gars, de cette émission, on l'a dit, on l'a répété, après la déroute du Paris Saint-Germain du côté de Madrid et du stade Bernabéu, on va se poser la question de l'après. Et maintenant, on fait quoi avec cette équipe, avec ses dirigeants, avec ce staff? Bref, on aura toutes les réponses dans House of Sport, c'est promis. Dans la perf de la semaine, on reviendra sur la victoire du 15 de France au Pays de Galles qui trace une belle voie, une voie dorée en tout cas, vers un grand chelem, un hypothétique grand chelem, ce sera le week-end prochain. Et puis le quiz, le mot de Tom que tout le monde attend, bien évidemment. C'est vrai. Je vous spoile pas le sujet, je pense que vous avez tous une idée quand même. Oui, j'ai une petite idée, mais on en a parlé tout à l'heure. L'Olympique Lyonnais. Exactement. Le triplé de Ronaldo, peut-être. Peut-être le triplé de Ronaldo. Je vous laisse bien sûr dans le chat deviner de quoi va nous parler Tom. Et tout de suite, nous, on attaque avec les news. Les news et toujours du football pour commencer les amis, un mot de Ligue 1 et du grand PLM à l'honneur ce dimanche pour cette 28e journée PLM. Mais les trois ne se sont pas mis bien en évidence, hein. Tu vas tout nous raconter Erwan. Sur Chelsea ? Non. Je vois Abramovich mis au banc de Chelsea. Donc non, c'est l'OM. Oui, C'est l'OM oui, qui a enfin réussi à profiter d'une journée un petit peu favorable pour prendre des points et prendre la deuxième place. Alors c'est juste au goal average, mais l'OM a fait hier ce qu'ils n'ont pas réussi à faire face à Clermont en perdant à domicile, face à Troyes en concédant le nul dans les dernières secondes. On est quand même, c'est des points qui risquent peut-être de coûter cher à l'OM en fin de saison. Et c'était important d'aller faire le plein à Brest. Alors c'est pas le lieu où je préfère que l'OM aille faire le plein. C'est vrai. Vous connaissez mes origines et l'amour que mon papa porte au Stade Brestois, club dans lequel il a joué. Il a été gardien de but au Stade Brestois. Mais bon, c'était quand même bien que l'OM aille prendre les 3 points. Brest va se maintenir après son super run de fin d'année. Donc, on n'est pas inquiet pour nos amis brestois qu'on embrasse. Mais voilà, l'OM aussi va peut-être aussi gagner un petit peu en calme. C'est vrai qu'entre le dernier match d'Europa League Conférence et ce match-là, ils enchaînent 2 victoires. Et on sait qu'en ce moment, autour de Marseille, il y a beaucoup de discussions autour de Sampaoli. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un drôle de lobby anti ou pour.
Là, ça serait bien quand même qu'aujourd'hui, que l'OM se consacre sur la dernière ligne droite de Coupe d'Europe et sur la dernière ligne droite de championnat. Ils sont plutôt très bien placés pour finir dans les 3 premiers et retrouver la Ligue des Champions. Surtout que ce week-end, ils accueillent Nice. Ouais. Match important au classement. Match important aussi parce qu'il y a un petit peu de revanche dans l'air. On se souvient du match aller avec ce qui s'était passé avec Dimitri Payet. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut penser ce qu'on veut de Sampaoli. C'est pas toujours simple à lire et à vouloir et à comprendre ce qu'il veut faire. En tout cas, les résultats sont là pour lui. Il est là même pas depuis un an. On va pas commencer à essayer de faire des lobbies pour faire bouger des coachs qui sont là depuis quelques mois, qui sont deuxième du championnat à 2 mois de la fin du championnat. Moi aussi, des fois, il m'a stressé face à Clermont, face à Troyes, et ça m'a énervé. Maintenant, on a le droit des fois de prendre un peu de recul, de laisser un peu l'émotion de côté, de se dire bon, c'est pas trop mal, quoi. C'est pas trop mal. Voilà. J'ai un dilemme pour toi, tiens d'ailleurs. Est-ce que tu préfères une 3e place en Ligue 1 ou une victoire en Europe Conference League? Donne-moi un trophée européen. Voilà, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question qui peut se Surtout que poser. la tu vois. 3e place en Ligue 1, aujourd'hui, elle t'assure pas d'être en Ligue des Champions. On va vu avoir que- Il y aura peut-être certainement un barrage. UEFA à la fin. Après, par rapport à cette coupe, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la première année qu'elle existe. On a beaucoup de mal à lui donner de l'importance. Il n'empêche qu'il y a la C'est une Roma coupe ou Leicester, européenne, par bien exemple, sûr. qui sont encore en lice. Si c'est la Roma ou Leicester qui la gagne, on va dire, nous les Français, on gagne jamais de Coupe d'Europe. Si Marseille la gagne, on va dire, c'est une Coupe C'est d'Europe vrai. de merde. Donc moi, je te dis, si l'OM peut la prendre, prenons-la. C'est important. Gagner une Coupe d'Europe, et je me souviens d'ailleurs que Paris avait gagné une Coupe des Coupes, alors qu'elle était plus élevée à l'époque en tout cas, mais gagner une Coupe d'Europe, quoi qu'il arrive, c'est un truc que tu mets dans ta vitrine et que personne ne peut t'enlever. La Coupe Intertoto aussi, on était très fiers. On a déjà beaucoup parlé autour de Mais ce ça Elle plateau. ne compte pas, elle ne compte pas. elle ne Même compte 3 pas. Contre Brescia. Mais elle compte, moi, quand. Non, mais non, désolé, je vais te couper. On aime trop le sport, on est trop des spécialistes pour dire qu'un terre toto, Mais non, on va mais pas je dis comparer que ça à une se Coupe vaut. d'Europe. Certainement pas, mais je te dis que c'est une coupe européenne, donc j'y Non, non, vais. attends, déjà, dans le mot coupe, Top, il doit y top, avoir une top, coupe top, à la fin. top, Mais Il y a non, un mais je intervalle, dis pas que ça en fait que j'en parle tous les matins. Marseille en avait gagné une aussi, mais la même année, c'était 3 à avoir gagné. Donc, Exactement, il y a 3 qui a gagné. c'est de la en même merde. temps. Exactement comme le trophée De des la- champions, mais- ça ne se célèbre pas, c'est un truc Ah, de t'as même pas j'ai de pas dit le Il n'y a même pas de contraire. coupe en coupe Non, j'ai pas intertoto. dit le contraire. D'ailleurs, Pas de hey, trophée. une Coupe d'Europe où il y a Toto dans le nom. Tu vois, le seul accent, c'est Toto Wolff. J'allais dire du bien de l'OM et tout là. Mais on n'a pas besoin de toi. J'ai plus Tiens, dis-nous envie. du bien un peu de l'Olympique Lyonnais qui a chuté hier contre un ancien entraîneur qui connaissent très très bien. Ça a dû te régaler, j'imagine, dans cette belle journée quand même. Ouais, pas spécialement, moins Moi, que ça m'a d'autres. régalé, perso. hein. Moins que d'autres. Ce qui m'a régalé, c'est le karma terrible de Tom Chiaravino. Ce qui est terrible avec ces Lyonnais, c'est que on a l'impression qu'ils ne retiennent jamais les leçons du passé. C'est fou, complètement fou d'enchaîner un énorme match de Coupe d'Europe comme ça à vrai. Porto, aller gagner au Stade du Dragon. Ça s'était pas fait pour un club français depuis des années. Et derrière, tu as tout finalement pour se dire, là aussi, ouvrir une parenthèse un peu plus calme, un peu plus dorée. Et tu perds contre Rennes, qui est une bonne équipe de foot, mais tu perds contre Rennes en étant mené 4-0 à la 3-0 à la mi-temps. mi-temps, 3-0 à la mi-temps, en étant mené 4-0 à un moment donné. J'aime pas employer ces mots-là parce que c'est toujours galvaudé de faute professionnelle, mais prendre 4-0 à la mi-temps dans un gros match où tu dois surfer sur. Rennes aussi avait joué en Coupe d'Europe cette semaine. Je comprendrai jamais cet état d'esprit lyonnais qui est capable de se sublimer en Coupe d'Europe et capable de jamais mettre les ingrédients qu'il faut en championnat. C'est typiquement club français, ce qu'on a Oui, vécu c'est vrai. cette Typiquement semaine. lyonnais même. Non, typiquement club français, c'est-à-dire que toute la semaine dernière, on s'est foutu de la gueule du PSG, à juste titre. Et puis, qu'est-ce qui se passe le week-end d'après? On se fout de la gueule d'un de autre Lyon. grand club français. Mais t'inquiète pas, Marseille aussi, Ouais, ça va venir. son petit lot, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de souci. On les a C'est déjà eu, typiquement- on l'a Non, déjà mais eu, je veux hein. dire, tout le monde s'est foutu de Mon la gueule frère, du moi, il PSG. y a 3 semaines, j'ai vécu un dimanche, Clermont-Ferrand. Marseille, j'ai perdu contre Clermont à domicile. On s'en bat les couilles, je te parle de. Une fois que tu t'es foutu de la gueule du PSG, t'inquiète pas, le retour du bâton va arriver. En plus, Martin Terrier, mec, un tas de buts, il s'excuse. Pep Genesio a été fantastique encore une fois. On rappelle qu'ils avaient déjà gagné 4 À l'aller comme au retour. à l'aller, Ils sont à 8, C'est ils sont à quand même 8-2. incroyable. La revanche de Florian deux matchs, Et puis c'est un score et c'est logique quoi. Tu regardes le début du Ils se match, sont fait tu te dis, démonter, hein. il n'y a Oui, ils se qu'une sont seule fait équipe casser, sur ouais. le terrain. T'en as demandé d'ailleurs, et ça c'est ce qui me rend fou en Ligue 1, c'est que t'en as demandé qu'est-ce que Rennes fait aussi mal placé en Ligue 1. Cette équipe-là, avec cet effectif, doit jouer comme ça tous les week-ends. Et en début de match, il y a 3-0 et c'est d'une logique implacable. Alors à la fin de match, ça finit à 4-2 et tu vois que Lyon peut revenir et qu'il peut se passer un truc Il fou, aurait pourquoi peut-être pas. pu se passer un truc. Potentiellement. Peut-être. hein.
Mais tu te dis, qu'est-ce que Rennes fait à cette place-là? Et puis pour les Lyonnais, ça devait être un Rennes, moment ils sont difficile quatrième. à passer. Alors, Rennes, là, ils ont fait. Tu vois, Erwan disait tout à l'heure qu'ils ont profité, Marseille, d'une journée favorable. Moi, je veux surtout que Marseille a bien fait de gagner. Oui, parce que complètement. donc, Si on Nice s'aurait poussé est évidemment juste derrière. Mais Strasbourg et Rennes qui gagnent, tu te retrouves au coude à coude. Donc, c'est une grosse victoire de Marseille. T'as raison. Et surtout Lyon qui est 10e, quoi. Lyon 10e, mais ça fait tâche Ils sont de malade mental. 9 points du podium, ça, 10 9 points, oui, c'est l'avantage de la Ligue 1. c'est que Non, mais sur voilà. un mois, tu peux passer de la 10e place tu fais une à- série et à tu- Ligue des Champions. hein. Non, mais ça, pour le coup, c'est Attends, intéressant pour la fin de championnat parce que si le PSG est dans un rythme de sénateur, derrière, ça joue et derrière, la place pour le Dauphin, la place pour la 3e, les places européennes vont être Claire. hyper chères et ça va être très cool à suivre pour le coup. Exactement. On suivra ça bien sûr dans House of Sport. On reste dans le foot avec toi, Thomas. Il y a un de tes clubs préférés qui est en grande difficulté, mais on va pas encore parler du Paris Saint-Germain tout de suite. hein. Non, c'est d'autres problèmes. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Roman Abramovich, donc propriétaire de Chelsea depuis 2003, est russe, oligarque et proche de Poutine. Ça fait beaucoup. Ça fait trop même pour En les ce moment, ça Anglais. fait beaucoup. Ouais. Ça fait trop pour les Anglais. Alors, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Il a donc été mis au banc, hein, comme on peut le voir. C'est simple, des sanctions, mais dramatiques ont été prises à l'encontre du club londonien. Le plus grave, c'est le gel carrément des comptes Ça, c'est de fou, Roman ça. Abramovich d'abord, mais du club ensuite. Donc, interdiction de vendre des billets. Donc, la billetterie a été arrêtée jeudi dernier. Ils n'ont pas le droit de vendre dans le stade. Donc, c'est quand même des choses qu'on ne peut imaginer quand on pense à nous aller au stade. Ils ne peuvent plus recruter, ils ne peuvent plus. Tu sais, même payer un sandwich avec les cartes bleues du club Tout qui à sont fait. toutes apparemment bloquées et fermées. Tout C'est est vraiment, hallucinant. vraiment un gel ouais, d'un mec complet. qui a moins 20 000 alors qu'il gagne le SMIC. C'est un peu l'effet. T'as pas le droit de re-signer les joueurs en cours. Donc ils sont dans cette période jusqu'au 31 mai. Ils essayent évidemment de faire changer les choses. Il y a évidemment des repreneurs qui se positionnent. Roman Abramovich a donc mis son club en vente. C'est une situation dramatique. Bon, ça n'a pas eu d'importance sur le terrain puisque C'est vrai. Chelsea a gagné contre Newcastle 1-0 sur un superbe but de Kai Havertz, même si on pourrait discuter du péno non accordé à Newcastle. En attendant, c'est une situation pour un grand club européen, champion en titre en Europe, enfin en Ligue des Champions, c'est quand même complètement fou. C'est difficile d'avoir un avis là-dessus parce que moi, perso, j'ai jamais eu souvenir d'une affaire comme ça. Écoute-moi, le seul avis que me permettrais d'avoir là-dessus, c'est que Abramovich, au début de la crise, a annoncé qu'il allait vendre le club et j'ai la sensation qu'on essaye de lui faire une mauvaise opération. C'est-à-dire en gelant les comptes, etc., ça va le pousser à vendre le plus vite possible et donc sans doute au rabais. Je crois que c'est fixé une période de 6 semaines pour vendre Chelsea. Je comprends le contexte international. On est sur des méthodes, on a beau dire ce qu'on veut. Mais clairement. On a beau dire ce qu'on veut, Ibrahim. Abramovich pour les sanctions. J'entends, mais là, je pense que derrière, il y a quand même de l'oseille à se faire. Évidemment, aujourd'hui, Chelsea, je pense qu'il vaut énormément. Le Pas les club. 3 millions, hein, Voilà. à donner, hein. 3 milliards. 3 milliards. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, de tout faire pour que le club perde de la valeur sur les 2 prochains mois, c'est des méthodes un peu de voyous. Sachant mais qu'il c'est- avait été accueilli, rappelons-nous, comme un voilà. héros du côté de la Première Ligue, de Londres et l'époque, de ouais. Chelsea à l'époque où il est arrivé. Boris Johnson a eu cette déclaration, donc Premier ministre anglais. Il ne peut y avoir de refuge pour ceux qui ont soutenu l'assaut vicieux de Poutine contre l'Ukraine. Les sanctions d'aujourd'hui sont la dernière étape du soutien indéfectible du Royaume-Uni au peuple ukrainien. Nous serons impitoyables dans la poursuite de ceux qui permettent le meurtre de civils, la destruction d'hôpitaux, l'occupation illégale d'alliés souverains. Oui, Bah, c'est on ça. peut tenter En fait, complètement, au-delà de évidemment. tenter C'est pas de. que lui, c'est tous les oligarques russes. C'est ça, complètement. exactement, c'est ce que j'allais dire. Au-delà de tenter de faire une affaire financière chez certains sur ce rachat de Chelsea, c'est surtout une mise en place politique, de vouloir geler tous les comptes des oligarques russes en Angleterre. Et du coup, ça fait effet ricochet déjà d'une première partie sur Abramovich et dans une deuxième partie sur Chelsea. Donc finalement, c'est quelque chose d'inévitable, mais qui dépasse largement le cadre du sport. le cadre du sport et le cadre de Chelsea même. Là, on touche à quelque chose de bien plus important et de bien Mais plus grave. t'as raison, Paul, mais il n'empêche que nous, on est là pour parler de sport. Et c'est pour ça que je parlais de cette Bien situation, sûr. mais complètement ubuesque. Ubuesque, ouais. Du tenant du titre en Ligue des Champions qui se retrouve dans cette situation, c'est complètement Ils vont aller délirant. là, En plus, ils il y a vont- plein de ils mecs vont- qui sont en fin de contrat. C'est On peut vrai. penser à Spilicueta, capitaine du club, quand même, qui devrait partir. Il y a beaucoup de choses qui se tractaient pour la fin de saison. On peut imaginer, et c'est ce qui se murmure, qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent se barrer, Vont partir. qui voudraient même, Lukaku en tête, mais rompre leur contrat pour partir libre dans quelques semaines. Donc c'est un bordel sans nom. On verra si quelqu'un est capable, un groupe est capable de racheter le club rapidement et quelles seront les conséquences sportives. Mais pour l'instant, voilà, c'est le flou complet pour les supporters de Chelsea. Et on rappellera que les Anglais sont ceux qui vont le plus loin justement dans le côté de bannir, on va dire, tous les sportifs russes. On pense notamment à la Formule 1 où seul le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone avait interdit par exemple la présence de Nikita Mazepin ou d'autres pilotes russes. Est-ce qu'on trouve ça complètement fou, hein, honnêtement? Oui, bah, Moi, j'ai toujours j'ai du mal avec ça. Après, c'est un conflit qui dépasse le sport et c'est vrai que nous, de notre juste point de vue
vue sportif, c'est vrai que il y aura toujours des gens, si tu veux, pour nous dire oui, mais le contexte international, oui, Ouais, mais c'est si ça. Et La Norvège, c'est là où, après, peut-être qu'on est un peu la limité Norvège pour a dire. interdit aussi aux sportifs Ouais. russes de pénétrer sur le territoire, sur tout ce qui est compétition de ski, de fond notamment. Ça marche biathlon, pour etc. l'art, ça marche pour la musique, pour plein de trucs. Enfin, Mais tu sais que dans tous c'est les incroyable. tu sais que dans tous les hôpitaux psychiatriques, ils ont interdit la roulette russe aussi. Ça, c'est normal. c'est conseillé, quoi. Allez, on retourne à des choses un petit peu plus positives avec toi, mon Polo, et un homme dont tu aimes nous parler, un homme qui s'est encore rentré un peu plus dans la légende du sport français, c'est Quentin Fillon-Maillet. Bah ouais, Quentin Fillon-Maillet, je vous avais promis la semaine dernière que je vous en parlerai quand il gagnerait son gros globe de cristal, et bah il l'a fait Bravo. avec brio ce week-end. En remportant le sprint, il s'est déjà assuré d'un premier pas vers ce gros globe, et le surlendemain, la Mastart, qui en plus pour lui avait un enjeu important parce qu'il devait aussi aller chercher le petit globe de cristal, et bien il a fait une course remarquable, il finit deuxième, et quand on le voit à l'arrivée de cette Mastart, ce qui est incroyable, c'est qu'alors qu'il vient d'assurer le gros globe de cristal, je rappelle, le gros globe de cristal, c'est le classement général de toutes les compétitions de biathlon, sprint, individuel, poursuite, Mastart, etc. Et bah, il était déçu de cette deuxième place parce qu'il était à 2 doigts d'aller choper Christiansen, le Norvégien qui venait de le battre. Chelsea a libéré. Que le Chelsea a libéré. Et visiblement qu'il y avait des cannes du côté de l'Estonie ce week-end. Voilà, ça démontre un peu toute la philosophie de Quentin Fillon-Maillet depuis maintenant quelques années. Il a eu du mal dans l'ombre de Martin Fourcade à se créer sa propre carrière. Ensuite, il a fallu justement, quand Martin Fourcade est parti, reprendre un flambeau qui était quand même un flambeau... Un fardeau même. Un sacré poids, un flambeau assez sérieux. Il a mis du temps et voilà, cette année, il nous fait une saison extraordinaire, sa meilleure saison. 8 victoires sur le circuit mondial, sans compter ses 2 titres individuels aux Jeux Olympiques de Pékin. C'est une saison pleine pour le Français qui n'a rien laissé à ses adversaires et qui mérite un gros globe de cristal. C'est le 4e Français de l'histoire à le faire après Fourcade, Raphaël Poiré et Bailly. Donc c'est une immense performance. Après, certains détracteurs diront que Johannes Beu, l'un des plus grands déjà biathlètes de l'histoire, a fait une saison en demi-teinte, notamment avec un manque de motivation. Mais voilà, ce n'est absolument pas de sa faute. Mais du coup, ça nous donne envie de les voir tous les deux à leur meilleur niveau l'année prochaine. Ça va être un beau duel. Exactement. Quand tu parles de globe, ça me fait toujours penser à vos globes. Je sais pas si tu te rappelles cette phase. Non, ça te dit rien, Jean-Luc Delarue. Je vous dis rien, bon, c'est pas grave. Bon, parfois, tu te rappelais pas ça Des Non, références c'était de présentateurs. Non, mais ouais, c'était Jean-Luc Delarue qui faisait oui. Non, l'autre. Le QFM, Bref. Pas mal en biathlon aussi. Je sais que vous l'avez dans le chat. Parlons sport, les amis, dans cette très très belle émission. Polo, je reste avec toi parce que tu es l'homme des bonnes nouvelles. L'homme des bonnes nouvelles qui va nous annoncer le retour d'un jeune retraité, on s'y attendait pas. On a même débattu sur lui. Tom Brady revient à NFL. Ouais, c'est tombé dans la nuit. Donc à peine 40 jours de retraite pour notre ami Tom Brady qui va remettre les gants, remettre les épaulettes et reprendre les ballons, relancer des ballons cette saison. Il retourne avec Tampa Bay pour, je pense qu'il va être quand même un dernier run, un baroud d'honneur. Donc c'est assez surprenant, même s'il paraît qu'aux États-Unis ça se murmurait depuis quelques temps. Je pense que les vacances avec Gisèle et la famille, ça a dû un peu le gonfler, les petites soirées Switch à la maison. Et comme la vraie vie, quoi, le gars. Il décide de reprendre sa carrière. Il a rencontré sa femme, le mec. Alors que toi, t'aurais été en vacances avec Gisèle, je pense que tu aurais pris ta retraite, quoi, très clairement. Voilà. Son coach Bruce Arians a dit qu'il était fait pour le foot, qu'il en avait encore sous le pied, donc que c'était une super nouvelle pour son équipe. Alors après, voir ce qu'il va viser cette année. On rappelle que son équipe était construite pour des runs très courts, d'1 ou 2 ans. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. D'autres joueurs qui vont quand même quitter le club, la franchise en fin de saison. Ce sera intéressant de voir comment du coup Tampa Bay va essayer de reconstruire après cette annonce, parce que là tu joues vraiment pas la même chose que si Tom Brady n'était pas là. Mais en tout cas, c'est hyper excitant pour la NFL, la NFL. Les États-Unis adorent ce genre de comeback, ce genre de storytelling, et je pense que tout le monde sera arrivé sur le quarterback américain l'année prochaine. On est d'accord que c'est une énorme surprise. Il n'y avait pas eu de fuite, il n'y avait pas eu de bruit. Ils commençaient à en parler, certains insiders commençaient à émettre l'hypothèse, mais non, pour le coup, ça a été une vraie surprise pour tout le monde. Maintenant, à voir ce que ça va donner. On l'a vu l'année dernière, il fait une saison de MVP dans les stats et dans les résultats de son équipe. Lui, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour amener une équipe jusqu'au Super Bowl. Est-ce qu'on va lui donner cette équipe-là? Ce sera la prochaine question. En tout cas, on est très contents. Ça nous fera un sujet pour l'année prochaine, justement, au moment où Tom Brady nous dira peut-être s'il part ou s'il reste, justement. Joseph, je me retourne vers toi parce qu'il y a une actualité cyclisme très, très chargée. D'ailleurs, les gars, avant qu'on parle de Paris-Nice et du Tirreno Adriatico,
J'imagine qu'on va avoir du roue libre un petit peu cette semaine. Exactement. Toujours, Manolo, toujours. Tous les mardis à 18h sur la chaîne Twitch Roulib 101. On décrypte un peu tout ce qui a fait l'actualité cette semaine. Et avec Paris, Nice et Tirreno Adriatico, il va y avoir beaucoup de choses à dire demain soir. Donc soyez là à 18h avec Joseph, moi et Robin. Eh ben Joseph, parle-nous justement un peu de Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Nous dis pas tout parce que sinon on va pas être tenté d'aller justement sur le Non, live je vais vous Twitch mettre l'eau à la bouche. de roue libre. Pardon, excuse-moi. On commence par Paris-Nice. Déjà la course au soleil qui est ensoleillée dès le premier jour, paraît-il. Oui, exactement, parce qu'il y a eu un triplé direct de la Jumbo-Visma qui a été impressionnant, avec un Français en plus, Christophe Laporte, qui est arrivé là-bas, et c'est vrai que on attendait de voir ce qu'il allait donner, et il a gagné l'étape parce que Wout van Aert et Primoz Roglic, ses coéquipiers, lui ont un peu offert, même s'il avait énormément bossé pour que ces trois-là sortent du peloton, une performance absolument incroyable. Donc effectivement, c'est parti très fort. Donc cette semaine, il y avait d'un côté Paris-Nice et de l'autre, il y avait Tirreno Adriatico, qui sont deux courses d'une semaine, une en France, une en Italie. Et en France, du coup, la course a été gagnée par Primoz Roglic, avec une dernière étape, en fait, où on s'est dit pendant tout le long de Paris-Nice que Primoz Roglic, qui avait gagné après le col de Turini, on s'est dit, bon, c'est bon, il va la gagner, c'est plié, il n'y a pas de suspense, presque on était là dans les courses, on se faisait chier, il n'y avait pas d'autre mot, même si c'était des belles performances, il n'y avait rien à en redire, mais c'est vrai que niveau suspense, on s'emmerdait un peu, et en fait à la dernière étape qui menait donc au col d'Aise, pour ceux qui sont dans la région Nice, qui est un très beau col, eh bien Simon Yates a attaqué et il a été dans le dur, et il s'avère qu'en fait sur tous les derniers Paris-Nice, à chaque fois, Primoz Roglic est premier avant la dernière étape. Et à chaque fois, il y a un truc qui se passe. Il n'arrivait pas à gagner. Et on s'est dit, encore une fois, ça va le faire. Et heureusement pour lui, il a été bien aidé par Wout van Aert, qui lui a permis de rester dans les temps pour gagner le Paris-Nice. Donc, il gagne le Paris-Nice. Et de l'autre côté, sur Tirreno, par contre, là, on a commencé en se disant, il n'y aura aucun suspense. Tadej Pogacar va tout démonter. On a fini en se disant, il n'y a aucun suspense. Tadej Pogacar a tout démonté. Et effectivement, on le voit là derrière, lui, il est impressionnant et il devient un des outsiders favoris. On ne sait même plus quoi dire de lui pour Milan-San Remo, donc, qui aura lieu dans quelques jours. Ce qui était intéressant avec ces deux courses, c'est de voir les deux Slovènes, Roglic et Pogacar, qui sont les favoris ultimes pour le prochain Tour de France. Et quand on regarde un peu la physionomie de ces deux courses, on se dit que il n'y aura pas d'autres coureurs capables de les embêter, je pense, sur les routes françaises. En juillet, donc voilà, maintenant. Et malheureusement, il y aura même une hiérarchie entre les deux, j'ai l'impression, même là où on attendait une pour l'instant, il y en a une, et avec un Pogacar. On va revivre un Björn Ries. Jan Rich. Jan Rich de 97. Vous êtes en train de me dire ça, messieurs? S'ils avaient été qu'il y a deux favoris dans la même équipe. Ils sont pas dans la même équipe. Non, ils sont pas dans la même équipe. Mais non, je dis, il y a une hiérarchie parce qu'on voit que Tadej Pogacar, pour le coup, lui, n'a pas du tout craqué, là où Primoz Roglic a un peu craqué. Donc on a l'impression que la première place est calée, la deuxième place est calée. Bon, on va peut-être. J'ai cru que c'était dans la même équipe et que la hiérarchie était déjà installée. Je peux vous poser une question par rapport aux deux Slovènes C'est deux prodiges, on est d'accord. Deux prodiges, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on peut entrer dans. Je crois qu'ils ont un doute. Non, il n'y a personne qui non. Bon, a priori, c'est deux prodiges. C'est des prodiges, Thomas. Il y a un prodige et l'autre qui est. Roglic, prodige et Pogacar. Non, Pogacar est un prodige, vraiment. Okay. Là où Primoz Roglic a exprimé son talent un peu plus sur le tard. D'accord. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait entrer dans une ère un peu comme Messi et Ronaldo, où vraiment tu as deux mecs qui trustent les 10 prochains Tours de France, ou en tout cas tous les grands tours, et que ce soit une bataille entre les deux et qui deviennent, pourquoi pas, deux des plus grands cyclistes de tous les temps. Le problème, c'est que Joseph a commencé un peu à y répondre avec cette question de hiérarchie, c'est qu'il y a une hiérarchie entre les deux pour l'instant, avec un Pogacar qui a battu Roglic sur le Tour de France ces dernières années. On se souvient de l'année dernière avec un Roglic qui a chuté, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Pogacar, depuis qu'il est arrivé pro, ça fait maintenant 4 ans, il n'a jamais chuté, il n'a jamais abandonné une course, il n'a jamais été malade. Alors qu'un Primoz Roglic, lui, a eu beaucoup plus de problèmes. Alors que Primoz Roglic, lui, Joseph en a parlé, que ce soit sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, il a eu beaucoup de problèmes. Il y a une hiérarchie. Apparemment. Et en 2020, on se souvient de la correction que lui avait infligée Pogacar sur le dernier contre-la-montre au sommet, en lui mettant plus d'1 minute 30 dans la vue. Pour l'instant, il y a une hiérarchie. Donc, plutôt qu'un duel entre les deux, je vois plutôt l'avènement d'un monstre du cyclisme
qui est Pogacar, et qui va faire ce qu'ont fait des Hinault, des Merckx, et ce qu'on n'a peut-être pas vu depuis 30-40 ans dans le cyclisme. T'as pas cité Tonton, tiens. Non, parce que contrairement à Armstrong, Pogacar gagne partout. Il gagne notamment des monuments. Il en a gagné 2 l'année dernière avec le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège. Cette année, il va viser Milan-San Remo la semaine prochaine. C'est un cannibale. Depuis Eddy Merckx, je pense qu'on n'a pas vu un profil comme ça. Et pourtant, physiquement, il ne se ressemble pas du tout. Même dans la mentalité, c'est quand même très différent. Mais là, on est plus qu'un duel. On est sur l'avènement d'un cycliste extraordinaire. C'est bon pour roue libre. Ouais. C'est Oui, une exactement. communauté française, c'est bon pour rouler. Ouais, mais- Non, parce que le problème, Tom, c'est pas ça. Le problème, c'est que en France, et d'ailleurs, ça vaut aussi dans d'autres sports, c'est que quand un cycliste brille autant comme ça, on a vu Christopher Froome ces dernières années, on a vu la Sky plus globalement, on avait vu Armstrong, on avait vu aussi un peu Indurain. Et ben les Français n'aiment pas. Les Français n'aiment pas. Et c'est en ça que ça peut poser problème. C'est qu'un mec qui gagne autant, ça peut poser problème dans l'intellect des gens, dans la manière dont les gens voient ses performances et jugent ses performances. Pour l'instant, on n'y est pas là parce que c'est un mec hyper sympa, toujours cool avec les journalistes. Et puis, il a une vraie vente fraîcheur. Il est jeune, il a que 23 ans, il a déjà 2 Tours de France. On verra si dans 3, 4, 5 ans, il continue de tout dominer. Je pense qu'on n'aura pas le même ça va le très même discours. vite dans le vélo. Hein. On attendait potentiellement un duel entre Pogacar et Bernal, par exemple. Bernal, malheureusement, a Il a chuté. acheté On demande des nouvelles commence- tiens, de Bah, Bernal, justement. il est Black- revenu, Black Panther qui nous il est demande des revenu nouvelles. sur un vélo sur un Ouais. traîneur. On l'a vu ce week-end en train de porter la tenue d'Ineos. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais- Retour sur la route, fin d'année normalement. D'accord. Fin d'année Et ça- civile, fin d'année 2022, civile. Et ça, 2022. c'est Il a une pris super son nouvelle passé, parce qu'on non, aura incroyable. besoin d'un Bernal très fort pour avoir Ah ouais. un duel. Et il y a Bernal, et comme ça va très vite dans le vélo, on savait aussi qu'on attendait Evenepoel, on ne savait pas totalement ce qu'il pouvait donner. Lui aussi a chuté lourdement il y a 1 an et demi, il met du temps à revenir. Et là, il y avait potentiellement un combat face à Pogacar sur Tirreno, mais on s'est rendu compte que pour le moment, il n'y en a pas du tout. Donc on va attendre. Ça peut aller très vite. Il ne faut pas se dire que Pogacar va régner pendant 10 ans. Ça ne veut rien dire. On nous sort ça sur 10 coureurs à la suite pendant 10 ans. Et puis à chaque fois, il se passe un truc. À chaque fois, il y a du renouveau. Donc moi, j'ai foi en la possibilité de suspense. Et puis il y a Thibaut Pinot, quoi. Ouais, qui a fait une bonne semaine d'ailleurs. Je vais pas si bien dire, Erwan. Thibaut Pinot, Eh ben, il Non, a fait une bonne Il a semaine. gagné le Dauphiné libéré de Plouguerneau. Arrête un peu. il revient très bien. Voilà, le dernier mot, Thibaut Pinot revient très bien. Ah ben, tant mieux. Il monte en puissance dans la tête, ça a l'air d'aller. Il s'est vraiment rassuré cette semaine parce qu'il a combattu, entre guillemets, avec les meilleurs, ou presque. Il fait Ça va 8e de beaucoup. Tirreno. Il fait 8e de Tirreno, retour dans le top 10 d'une course World Tour. C'est tout bénef pour les Français. House of Sport, l'émission bien sûr qui aime Thibaut Pinot et on le répète bien sûr, on évidemment l'adore. chaque semaine les amis. On conclut ces news avec, merci Joseph, un petit mot de Formule plaisir. 1. Vous savez que c'était les derniers essais qui ont eu lieu jeudi, vendredi et samedi du côté de Bahreïn où va avoir lieu la première course de la saison. Ce sera eh bien, le week-end prochain, ça y est. Déjà on y est. Ah, oui, Ouais, Manolo, déjà, ouais. on y est. Ouais, oui, et les Lundi pistonnés- matin, T'es reposé, j'espère. lundi matin, Oui, on voit la ça va, pile je des suis au top, pistonnés. pas de souci, hein. Ok, tu- Ah, Lundi vas matin, c'est les fort. pistonnés 9h, plein de pipes. quoi. Exactement les gars. Bon, on va essayer de réduire un petit peu le format quand même par respect Comme pour, ça, on va pour toutes essayer. les personnes. On Non, va. non, on va. On connaît cette formulation, il a John Bastille. On va. Pression directe. T'as bien raison. Sur une piste donc très bosselée du côté de Sakir les gars. C'est les pistes ou c'est les voitures qui. Alors, justement, les pistes. Et- Excuse-moi de t'avoir coupé, Non, mais ça me tentait. t'as raison de poser la question, Le marsouinage. Polo, parce que on l'avait dit après Barcelone, c'est vrai que ces voitures sont assujetties, on va dire, au marsouinage, c'est-à-dire les rebonds à très haute vitesse au moment, notamment lorsqu'ils sont en ligne droite. Alors ils sont arrivés avec des petits systèmes D. La FIA leur a autorisé, par exemple, de mettre un petit câble, de tendre un câble sur le côté de la voiture pour éviter ce marsouinage. Mais il y a tellement de bosses sur ce circuit qu'ils ont subi beaucoup plus de bosses qu'à Barcelone. Donc le problème n'est pas tout à fait résolu pour le moment. Quelques confirmations. Alors la première, c'est que les voitures peuvent bien se suivre. Il y a moins de perturbations aérodynamiques. Donc tout ce qu'on a essayé de mettre en place en 2022 vraisemblablement marcherait. C'est Pierre Gasly qui s'est un peu battu avec Lewis Hamilton en piste qui disait Aïe, aïe, ouais, aïe. on peut se suivre, c'est plutôt bon. Par contre, il y aurait moins d'effets d'aspiration. Il y aurait presque plus d'effets d'aspiration. Donc on se demande si le DRS va pas être de plus en plus important pour les phases de dépassement. On a des voitures aussi également qui sont très lourdes, beaucoup plus raides, beaucoup plus rigides. Ça se voit même visuellement quand on les voit courir et notamment dans les virages lents. Donc on attend de voir ce que ça va donner du côté de Monaco. Et il y a eu surtout un énorme buzz. Le gros buzz, c'est Mercedes. Mercedes qui est en difficulté
visuellement, on va dire, sur cette piste pendant les 3 jours. Au chronomètre, on ne sait pas trop parce que voilà, chacun cache un petit peu son jeu. Mercedes qui est surtout arrivé avec une toute nouvelle voiture sans ponton. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, toute la partie, on va dire, de côté, les entrées d'air sur le côté de la voiture. Si chez Ferrari, comme on le voit là sur cette très belle image, les pontons sont plutôt très énormes et très très bien dessinés, regardez, On voit bien, sur la Mercedes, il y a 0 ponton quasiment sur les côtés. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent du côté de chez Mercedes. Et il y a surtout cette question à $1 million. Quelle hiérarchie pour cette nouvelle saison 2022? Alors heureusement, il y a des insiders qui étaient présents sur place. Julien Febvre et Martin Brundle, notamment pour la télé britannique, pour Martin Brundle. On nous annonce... Pourquoi pas un duel à 3, Ferrari, Red Bull, Mercedes, les 3 équipes qui auraient mieux travaillé en tout cas cet hiver, avec forcément une mention bluff pour Mercedes. À voir si McLaren pourrait pas s'inviter sur cette lutte à 3, mais McLaren semble avoir eu de gros problèmes en tout cas au niveau de ses freins tout au long des 3 jours de test. Et ensuite, on aurait un deuxième groupe où on retrouverait Alpha Tauri, Aston Martin, Williams et Alpine. Alpine, c'est un peu le point d'interrogation. On ne sait pas s'ils sont dans le groupe 2, voire dans le groupe 3. Le groupe 3, c'est As et Alfa Romeo. Williams devant les Alpines, là, du coup. C'est une possibilité. C'est une possibilité par rapport à ce que nous ont expliqué, en tout cas, les insiders qui étaient présents sur place. On attend de savoir un petit peu, d'avoir les premiers enseignements à tirer. Je pense que ce sera samedi en qualification, ce samedi, du côté de Bahreïn. Après, il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, pour ceux qui n'auront pas de performance du côté de Bahreïn, parce qu'après, derrière, ça va être une course au développement, le travail des ingénieurs avec des nouveautés qui vont arriver Grand Prix après Grand Prix. Et peut-être, et on en parlait dans les pistonnés la semaine dernière, peut-être la possibilité aussi qu'il y ait un concept qui soit meilleur que tous les autres. Et du coup, tout le monde va s'engouffrer dans la brèche et pomper, on va dire, le super concept. J'ai l'impression, tu vois, en regardant les images, qu'il faut se réhabituer aux nouvelles voitures, aux nouvelles couleurs et ainsi de suite. Le meilleur exemple, c'est Mercedes. Là, on regardait ça fait bizarre. Au début, je fais, mais c'est qui? Ah bah oui, ils sont revenus à l'argent. Tout à fait. C'est vrai que et même, tu sais, la manière de se comporter de ces voitures. Alors, les pilotes disent aussi qu'au niveau du frein, c'est très compliqué. Ça n'a rien à voir avec avant. Donc, ça va être aussi intéressant de voir quels sont les pilotes qui vont justement s'adapter le plus vite possible. Donc on va voir tout ça. Bon, du coup, tu as regardé Drive to Survive parce que c'est bien ça, mais c'est pas ça la grosse info du week-end. Oui, tu as raison, c'est vrai, on aurait dû commencer par là. Mais écoute, tu sais que dans les pistonnés, on a été un peu critique avec les 2 dernières saisons de Drive to Survive, parfois même un petit peu à l'excès. Et je me suis régalé, moi, les gars, sur cette saison 4. Je vous la conseille, elle est vraiment l'épisode avec extraordinaire. Pas de spoil, les gars. C'est peut-être l'un des meilleurs all-time. Non, pas de spoil. Paul, il y a des épisodes. Et ça parle de F1. Ouais. Attention. Et à la fin, je te dis pas la fin. T'as la chance, je te dis pas la fin. Et le Titanic qui coule pour l'autre. C'est comme le PSG, on le sait toujours à l'avance. Pardon, excusez-moi. Non, là, je suis pas d'accord. Tu vois. C'est gratuit. T'es pas d'accord, je vais te ressortir l'équipe de la semaine dernière. Frère, tu vas pas pouvoir dire grand-chose. Allez les amis, on referme ces news avec les images de la semaine. Il y a du très beau, il y a du très rigolo. On commence par le très beau et un homme qui est rentré dans l'histoire définitivement du football ce week-end, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Un triplé. Et un chiffre qui va devenir symbolique, alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui viennent s'entrechoquer, mais c'est la FIFA qui dit ça, attends, ça change. Oui. C'est lui et sa famille. C'est vrai, t'as raison. Attends, là, il y a quand même la FIFA. Et Romario aussi, c'est vrai. Romario aussi. La FIFA a actionné le bouton. C'est vrai que la FIFA a assuré Donc on peut quand même donner à Ronaldo ce qui lui appartient, c'est-à-dire, eh bien, Polo, parle-nous-en un peu de ce joueur. Que tu l'adores. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il arrive à faire à cet âge-là. Non, plus sérieusement, Ronaldo nous a pondu une masterclass dans un match assez fou face à Tottenham ce week-end, un triplé pour le Portugais qui, quand son homologue parisien ex-barcelonais a lui du mal à mettre un pas devant l'autre, lui prouve que pas du tout et que visiblement malgré la forme compliquée de United, lui arrive quand même à sortir parfois la tête de l'eau, et il l'a prouvé avec ce triplé ce week-end avec des sacrés buts en plus, notamment ce premier qui est un petit chef-d'œuvre, un Ronaldesque, j'ai envie de l'appeler. Bravo au Portugais, c'est vraiment un exemple pour tout fan de football. Exactement, et c'est notre ami Goloris qui n'a pas été. Ça le saurait pour le gars de l'équipe de France. Et puis de l'un peu plus léger, parce que vous savez, le rideau est tombé sur les Jeux paralympiques de Pékin, et l'une des images de ces derniers jours, dans la capitale chinoise, restera la deuxième manche de slalom parcourue en slip ce dimanche par le Français Manuel Bourdinx. Regardez, on a une jolie photo. Ça, c'est pas un slip, c'est un tanga. C'est vrai. On porte pas tous les mêmes slips, apparemment. T'as raison. Donc il est descendu, il a fait sa descente comme ça en slip. Alors,
Ce qui est un petit peu dommage, c'est que tout le monde a retenu cette descente en slip, c'est-à-dire que ça a été repris par tous les médias de France et de Navarre, mais on n'a pas expliqué pourquoi, et le pourquoi du comment, c'est qu'il a voulu marquer le coup, on va dire, d'un geste pour l'égalité entre tous les sportifs, et notamment avec un lien avec une association bien connue, et personne n'en a parlé, tout le monde n'a retenu que ce slip. Vous validez un petit peu cette image, les gars, ou pas ? Moi, je valide pas des masses. Alors, vous savez que je suis plutôt le premier à me fendre la poire. Hein. Il y a le plutôt bon public. Imagine, tu mets ça. Donc, c'est les Jeux Olympiques. Hein. Donc, c'est les Jeux Paralympiques. On est sur l'olympisme. Donc, je fais une analogie avec une Coupe du Monde de foot. Par exemple, un mec qui vient, il joue en slibard. Oui, ça fait pas sérieux, quoi. Tu fais une Coupe du Monde, tu fais les Jeux Olympiques de basket. Le mec, pour une association, il vient jouer en slibard. Je ne sais pas exactement le pourquoi du comment, le message qu'il voulait faire passer. Il n'empêche que là, j'ai l'impression qu'on n'a pas bien cerné le truc. La preuve, tu viens de le dire, c'est qu'on a retenu que le slip. Et c'est pas rendre hommage, je pense, à des gens, au sport paralympique. Et je n'ai pas trop compris, et surtout qu'il finit dernier, quoi. Donc ça veut vraiment dire que je suis venu là juste pour faire passer mon message. Bon, il finit 20e, je ne sais pas si c'est dernier, mais en tout cas, il finit au chou. Je sais pas, je vais pas m'étaler dessus, mais je n'ai pas spécialement compris débarquer en slibard dans une compète officielle. Bon. Ça m'a juste fait penser à comment il s'appelait, Romain Ménil. Ouais, le mais c'était pas en compète. Pas du tout en compète. J'ai juste fait penser. À poil. Mais il avait couru à poil avec sa perche dans les rues, je sais plus si c'était à Paris ou autre, parce qu'il était à la recherche de sponsors. D'accord. Donc, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Voilà, non, mais c'est toujours l'idée pour marquer les autres et parler. Et pour essayer de faire parler et d'attirer l'attention, bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais t'as raison. S'il finit premier, il est à poil. Bravo. Tu finis dernier. Toujours compliqué. Même si c'est pour la bonne cause. Ouais, exactement. Après, tu auras des gens qui diront toujours pour buzzer, pour faire parler de nous. Parfois, on est prêt à faire n'importe quoi ou on doit faire n'importe quoi. Mais je te rejoins complètement sur cet avis. Voilà pour les news, les amis. On va rentrer dans le grand chapitre les deux grands chapitres, on va dire, de cette émission. 3 même avec le quiz. Le premier, bien évidemment, sera consacré au 15 de France. Ce sera la perf de la semaine. On va la débriefer avec Joseph qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Et puis, une large page consacrée au débrief pas au débrief, non, t'as raison. On va pas revenir sur le match, on va plus se poser la question de l'avenir du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il faut changer au sein de ce Paris Saint-Germain-là ? J'ai l'impression qu'on l'a fait 200 fois cette émission, mais on va recommencer parce qu'on est en 2022. Allez les amis, la perf de la semaine tout de suite et il va falloir parler de rugby. Le 15 de France en route pour le Grand Chelem. Le 15 de France qui s'est imposé face au Pays de Galles en ouverture de la 4e journée du tournoi Destination sur le score de 13-9. Un match muselé, Joseph, un match qui s'est en grande partie joué sur l'aspect défensif. Alors ça, c'était peut-être une petite surprise pour ceux comme moi qui regardent de loin et qui se disaient ce 15 de France, c'est que du rugby champagne. Non, défensivement. Rugby piquette. Ouais, voilà. Défensivement, cette équipe aussi est capable de tenir le choc. C'est quoi la faiblesse de ce 15 de France en fait ? Eh bien, écoute, pour le moment, des faiblesses dans le 15 de France. Mais non, mais j'en vois pas mal en plus des faiblesses dans le 15 de France. Mais c'est vrai qu'elle a une force qui est exceptionnelle, qui est défensive. Et c'est là-dessus que l'équipe de France est en train de construire ses succès petit à petit. Et ce week-end, donc victoire au Pays de Galles, ça en devient presque normal. En fait, on attend qu'il gagne au Pays de Galles et il gagne au Pays de Galles. Et quelle que soit la manière, on va revenir dessus. Mais en fait, réussir à gagner au Millennium, il y a 2 ans, quand on le fait, c'est un exploit incroyable. C'est le plus grand stade, un des plus grands stades du monde dans le rugby. Il impressionne. Qui est impressionnant. Tous ceux qui y sont allés le disent que tu as une atmosphère qui est quand même particulière. Les joueurs sortent sur le terrain, ils sont laissés au milieu de cette foule qui est absolument, qui est bien enivrée, on va dire, qui est bien bouillante derrière son pays. Donc il y a une atmosphère incroyable et réussir à répondre aux attentes. Ça, c'est très fort. 4e victoire en 4 matchs, après aussi avoir gagné à Édimbourg, dans une semaine qui a été difficilement préparée. Les joueurs ont été malades. Il y a eu des cas de Covid. Tu perds Damien Penaud, notamment. Tu perds Taofi Fenoa sur le banc. On sait que le 15 de France mise beaucoup sur son banc de touche. Donc, c'est très important. Et alors, oui, on a été déçus offensivement de ce 15 de France, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, dans Bureau Oval, on en parlera dans le débrief. Mais derrière, il y a une 4e victoire en 4 matchs et tu t'offres la possibilité d'enfin reprendre un grand chelem. Ça fait 12 ans qu'on attend ça et on va certainement pas bouder notre plaisir parce que
prendre le Grand Chelem face aux Anglais, À Paris. à Paris potentiellement, très sincèrement, c'est ce qu'on voulait avant le début du tournoi. Et aujourd'hui, ils nous l'offrent. Donc, on a très, très peu de choses à leur reprocher. Alors tu l'as dit, on l'a dit et on va revenir sur ce match bien sûr contre le Pays de Galles avant de parler de cette grande finale contre les Anglais. C'est quoi la faiblesse de cette équipe? Parce qu'on l'a dit, elle a un jeu offensif qui nous a tous conquis autour de ce plateau. Défensivement, on a vu une équipe de bonhommes. On a vu une équipe qui, dans un contexte, tu l'as dit, qui était compliqué, sous pression et attendu, a réussi justement à aller l'emporter au Pays de Galles. Une équipe beaucoup plus disciplinée que par le passé. Et on rappelle que c'était quand même le gros problème dans l'histoire du 15 de France. C'est quoi les faiblesses de cette équipe? Les faiblesses, ce week-end et sur le tournoi, on en note quelques-unes. La première que je note, très clairement, c'est la qualité du jeu offensif. On ne s'est pas régalé offensivement ce week-end face à un Pays de Galles qui, logiquement, était prenable. C'est une équipe qui doute, c'est une équipe qui défend extrêmement bien. Il ne faut pas oublier leur ancien entraîneur de la défense. C'est celui qui est aujourd'hui entraîneur de la défense en France. Et ils ont gardé cette science-là. Et c'est vrai qu'ils font chier énormément d'équipes, dont nous. Mais tu dois être capable, quand tu as la qualité des joueurs français, de les déstabiliser. On n'en a pas été capable. Et on a du mal, c'est vrai, quand il nous manque notamment Damien Penaud, de créer de la qualité offensive. Et on le fait très magnifiquement en plus sur la première action, où tu as un premier essai où on se dit tous, on va faire un match incroyable. Et puis en fait, la mécanique, elle est un peu compliquée derrière. Et puis tu sais pas vraiment en plus pourquoi ils s'arrêtent de jouer. Donc ils se contentent de défendre en fait parce qu'ils se disent on va jamais prendre d'essai. Donc est-ce qu'on a besoin d'en mettre? Je sais pas quel est mentalement le cheminement qui fait qu'on n'arrive pas à développer notre jeu offensif, qui est une réalité. Alors que sur une première action, tu as un enchaînement de 6 temps de jeu. Tu te dis mais ils sont capables. Donc oui, il y a cette grosse faiblesse-là, mais très sincèrement, j'en vois pas beaucoup d'autres. Et les adversaires doivent avoir des sacrées migraines quand ils jouent contre nous, parce que mentalement, on est énorme, défensivement, on est énorme, on a des qualités techniques où tu vois que notre pilier Cyril Bay lâche des offloads incroyables. Il régale. Donc des Comme un faiblesses, 3/4, j'en vois on dirait un 3/4 des années 80. Ouais, non mais vraiment, c'est assez fou. Tu termines avec Gelon là, pareil, qui est un flanqueur. C'est les flanqueurs modernes qu'on aime, quoi. Donc très Comment peu. ça se fait que. Est-ce que c'est pas aussi le Pays de Galles, tactiquement, qui a voulu emmener le match sur un truc un petit peu comme on voit des fois au foot, des équipes qui rude. mettent le bus et tout? Ouais, Est-ce que là, c'est pas le Pays de Galles, c'est ce que j'avais cru un peu entendre, comprendre dans les commentaires quand je regardais le match, est-ce que c'est pas le Pays de Galles aussi qui a voulu aller sur ce terrain-là? Parce que sur le jeu, ils savaient que de toute façon, ils pouvaient pas. Avec beaucoup de jeux au pied, lutter. d'occupation notamment et tout, ce que devraient faire les Anglais. les Gallois ont joué 1000 mètres au pied sur l'ensemble du match. Les Français Donc, 700. il y avait une volonté un petit peu d'être dans le camp d'équipe de France et de casser un peu le rythme, non? Complètement. Et la semaine dernière, on en avait parlé après le match contre les Écossais, il y a 2 semaines, en se disant mais pourquoi les Écossais n'ont pas fait ça? Non, ils l'avaient complètement pas fait du tout. Ils En même l'avaient temps, pas c'était fait du l'inverse tout. complet. Ils ont voulu jouer, quoi. Après, des fois, t'es un peu ambitieux, tu veux jouer. Bon, ils se sont fait massacrer. Et les Gallois, ils l'ont vu. Ils ont dit si on joue, moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'ils se sont dit si on joue, on va perdre. Et Exactement. lourd, peut-être. Exactement. Et donc, ils ont eu raison de nous emmener sur ce terrain-là, parce qu'au final, ils perdent de 4 points. Mais jusqu'à la dernière seconde, nous, on est énorme défensivement, mais on n'est pas à l'abri d'une action. Mais d'ailleurs, il y a une action où les Gallois font un en avant dans le couloir des 5 là-bas. Je suis comme ça, et on est tous comme ça, parce qu'on se dit, en fait, ce genre de tournoi, mais c'est comme tous les grands tournois internationaux de tous les sports, ça se joue sur une ligne de crête où oui, c'est compliqué et tu vas avoir des équipes qui vont te mettre en difficulté, même si elles sont dans le doute, et ça a été le cas contre les Gallois. Mais on a été capable de répondre, et c'est vrai que les Anglais, la semaine prochaine, vont nous emmener sûrement sur le même type de jeu, et peut-être mieux que les Gallois, donc il faudra être capable d'y répondre. Parmi les faiblesses, il y a évidemment le jeu dans les airs. Clairement, non. Pour l'instant, ça ne nous a pas porté préjudice. Mais on a la sensation que s'il y a une équipe qui joue bien les coups et qui insiste, pourquoi pas sur Damien Penaud s'il revient, ou sur Jaminet, là, t'as la sensation qu'on est vachement plus fébrile et que malheureusement, on laisse un peu trop nos gars, pas à l'abandon parce que c'est pas le mot, mais un peu trop solo. On peut aussi imaginer que ça peut arriver de faire une bévue, malheureusement, et c'est pas Claudio dont je parle, et qu'il faut peut-être l'entourer un peu différemment sur des longs ballons. Blague que les Lyonnais valident. Hein. Évidemment.
La conférence de presse d'avant-match, là, Fabien Galtier, lui a été posé comme question, mais comment répondre à ça? Parce qu'on est cata, enfin on n'est pas cata, mais on est en difficulté. Et la réalité, c'est qu'on a été fébrile sur ce match-là parce qu'on fait 15 fautes de main, ce qui est énorme et ce qui est beaucoup trop. Ça prouve que l'enjeu, l'événement, l'atmosphère a pesé sur les Français qui ont été un peu fébriles dans ce domaine-là. Mais en ce qui concerne les ballons hauts, Fabien Galtier a parlé notamment dans le rugby ce qu'il appelle les escortes. Et c'est la réalité, c'est en gros... Ouais, ça me parle. Dis-moi en plus, encore. Non, mais il y a eu en plus un petit moment de blanc qui était rigolo en conférence de presse parce qu'il le sort, parce qu'il adore les anglicismes comme ça, il te sort. Mais il faut qu'on travaille sur les escortes. Et c'est ceux, en gros, qui vont protéger un peu le mec qui va récupérer le ballon. À l'image du foot US. Voilà, tout bêtement. C'est pas la définition que j'avais, moi. Moi non plus. Mais peut-être rassurant encore. Heureusement. Mais il s'avère que tu prends une pénalité sur la première escorte que tu crées dans le match. Et en fait, l'arbitre siffle l'obstruction. Donc en fait, je pense que les Français derrière ont été un peu gênés par ça. Ils ne savaient plus comment vraiment défendre là-dessus. Mais oui, on a une faiblesse là-dessus. Et il faudrait y répondre autrement. Mais du coup, j'ai l'impression, j'ai l'impression que les Anglais, le week-end prochain, ils ont exactement le plan de jeu qu'il va falloir mettre en place face à l'équipe de France. Ah, mais surtout mettre en difficulté là-dessus. En plus, eux, c'est leur jeu de base. Alors là, ils ont un peu changé leur charnière. Ils avaient deux joueurs qui s'appelaient Ben Hughes et George Ford, qui étaient des joueurs qui ne jouaient que au pied. Ben Hughes, c'était un neuf qui jouait plus de 80% de ses ballons au pied. Donc, il a été changé. Là, ils ont deux petits joueurs qui sont un peu plus sexy, qui jouent un peu plus à la main. Mais moi, j'attends de voir s'il va pas remettre ces deux vétérans là et pour jouer à fond au pied. Faut voir, mais oui, c'est sûr que pour faire chier l'équipe de France, tu sais que tu joues comme ça. Alors justement, projetons-nous les gars sur ce France-Angleterre qui nous attend le week-end prochain. Du côté de l'Angleterre, tous les médias britanniques disent mais les Français, c'est les favoris, ils vont faire le Grand Chelem. C'est même les favoris de la future Coupe du Monde qui aura lieu du côté de la France. J'imagine que quand on entend ça, il faut se méfier quand même. Oui, bien sûr. Non, mais il faut se méfier. Mais de toute façon... on est un peu plus fébrile, enfin je ne sais pas si c'est le mot fébrile, mais à la fin du match contre les Gallois, moi ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit si on est capable de gagner des matchs comme ça, fermés, durs, dans des ambiances comme ça c'est des matchs de phase finale de Coupe du Monde. Mais même dans le foot, on voit, il y a des matchs amicaux, des phases de qualif qui sont ouverts, etc. Mais quand tu arrives sur les matchs de Coupe du Monde, tu te dis, mais même le Pérou, ils sont capables de te mettre dans la merde parce que défensivement, les mecs, ils sont à une intensité 2000. Et bien ça, c'était le Pays de Galles. Et les Anglais, ils seront aussi comme ça. Et bien c'est des matchs qu'il faut jouer. Et bien sûr que c'est fermé, bien sûr que c'est pas beau, mais c'est dur de développer des jeux offensifs comme ça. Mais moi, je suis sûr et certain que les Bleus, ce week-end, ils vont nous régaler et qu'ils sont capables d'y répondre. Parce que quand on prend la performance, on rappelle que les Anglais ont été battus par l'Irlande à Twickenham ce week-end, mais les Anglais étaient réduits à 14 contre 15 dès le début du match. On a quand même une équipe d'Angleterre qui a montré beaucoup de caractère, non, Joseph ? Ouais, de toute manière, ils peuvent montrer que du caractère parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre. On va pas se mentir, mais c'est comme les Écossais et les Gallois. Les Écossais parce qu'ils étaient amoindris, les Gallois parce qu'ils sont sur une pente un peu de dynamique basse, on va dire. Mais les Anglais, en ce moment, ne démontrent rien sur ce tournoi-là. Et c'est vrai que quand ils se sont retrouvés à 14 très vite contre les Irlandais, ils ont fait déjouer les Irlandais qui ont été énormément pénalisés. Et donc, oui, ils ont été courageux, mais sincèrement, on n'a pas à avoir extrêmement peur des Anglais. On est supérieur à eux. Maintenant, il va falloir le prouver à domicile pour que la fête soit totale, quoi. Aurélien, pas tout. Je sais pas, vous vouliez rajouter un truc, non ? Non, pas du tout. Moi, je voulais peut-être demander à Joseph au niveau de la compo, parce que tu parlais justement tu parlais de nos errements dans les airs. Moi, j'ai une question que je me pose sur un homme qu'on voit en photo derrière toi. Je pense tu l'as dans le Ah oui, je vais poser une question. Qui est Jaminet Je pense qu'il y a une histoire de meuf derrière. C'est pas possible. J'ai posé une question parce que mon gars Jaminet de Perpignan, depuis le début du tournoi, il a les bons côtés, notamment cette précision du jeu au pied qui parfois nous fait du bien, mais il nous met aussi sur des phases de jeu, notamment les ballons hauts, il nous met grave dans la merde. Moi, je voulais savoir si toi, tu le changerais. Et de manière plus globale, qu'est-ce que tu penses de son tournoi de Madame ? Non, parce que moi, je te dis encore une fois, il nous met dans la merde contre le Pays de Galles. Contre l'Écosse aussi. En fait, le problème de ce 15 de France-là, c'est un problème, c'est que tu lances des jeunes dans le grand bain. Et Jaminet, c'est vrai qu'il y a un an, il jouait encore en Pro D2.
Donc forcément, l'apprentissage est relativement lent. Mais avoir un 15 qui est capable de buter comme lui, c'est presque impossible de s'en passer quand tu sais à quel point c'est important sur les phases les Coupes du Monde. Donc le plan B, c'est Brice Dulin qui ne bute pas. Donc tu mets un peu plus de pression sur Ntamak, qui lui va subir une énorme pression pendant la Coupe du Monde pendant le match, si tu veux. Donc au final, tu peux pas vraiment t'en passer. Et après ce match, ce week-end, j'ai été un peu rassuré par Jaminet, parce que d'ailleurs, on a vu l'action. Jaminet, il nous a apporté un truc qu'il n'apportait pas trop de ces derniers matchs. C'est lui qui est à l'initiative du premier essai des Bleus. Au début et à la fin, c'est lui qui donne la passe D aussi. Donc Comme en ça, il m'a un peu rassuré. Ouais, c'était lui qui, au début, est visé par un coup de pied, pied gallois qui est dans son camp. C'est lui qui perce et c'est lui qui est à la passe D pour Jelon à la fin. Donc il m'a un peu rassuré. Il a été un peu meilleur au pied, mais c'est clair et net qu'il va devoir vraiment bosser sur ça parce que ça va être un gros problème. Et malheureusement pour Dulin, qui avait été exceptionnel avec l'équipe de France. On déplaise à Tom, d'ailleurs. Non, mais moi j'ai répondu, c'est juste que On s'en souvient. dans le sport de haut niveau, il faut savoir prendre les gars pour ce qu'ils sont et pour les trucs qu'ils t'apportent. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de taper comme Jaminet. Jaminet t'apporte une précision de champion du monde un jour, il faut le mettre sur le terrain. Et c'est pour ça que Galtier ne fait jamais la tête. C'est pour ça que Paul, il fait des choses, mais il n'a jamais été coach aussi. Ça tombe bien, moi non plus. J'ai jamais été coach au rugby, c'est Tu vrai. connais Polo, quand il voit un truc, il oublie tout le reste, il ne se concentre que sur le moment. Alors c'est très cool. C'est très cool quand t'es le Real de First Team parce que t'es dans les détails. Mais pour le 15 d'équipe de France, Polo, il faut avoir une big picture. Juste un dernier mot, Joseph, sur cette compo du 15 de France. Polo en parlait, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Penaud qui était absent, on l'a dit, pour raison de Covid. Comment on dit Tao Fifenoa, c'est ça? Tao Fifenoa. Voilà, exactement. Lui aussi qui était absent pour cause de Covid. Est-ce que ces deux garçons, on peut les revoir Est-ce qu'on peut les revoir contre les Anglais? Alors, maladie bien bizarre, hein, je ne l'apprendrai à personne. Donc, en théorie, on devrait les revoir. Ils ont toujours leur place. William Servat, l'entraîneur des avants, donc, a dit qu'on devrait les revoir. Par contre, on ne devrait pas avoir Yoram Moefana, potentiellement, qui malheureusement s'est blessé ce week-end. Et alors, on est un peu dans l'expectative, on va voir. La compo devrait tomber jeudi, donc, mais il ne devrait pas trop y avoir de surprise. On devrait avoir une compo, je ne sais pas si vous voulez que je vous dise la compo. Bien sûr, vas-y. Antonio ou Aouas, par exemple? Comment tu mettrais Antonio, toi, personnellement, ou Aouas Antonio va être le titulaire, il y aura pas de surprise. Aouas sera sur le banc, alors que potentiellement on aurait pu attendre Bamba. Mais Aouas sera sur le banc. Et après, Marchand, Bail, la deuxième ligne, Woki, Willemse ne va pas bouger. La troisième ligne non plus, avec Jelon, Kroos et Aldrit. Merci Polo. La charnière ne va pas changer. Les centres d'Antificou sont les deux défenseurs qu'on attend. Même si offensivement, ils ne sont pas incroyables. Si on est un peu moins bon offensivement, c'est aussi parce qu'on a une paire de centres qui est exceptionnelle défensivement et qui se concentre notamment là-dessus. Donc, ils vont être reconduits et on va retrouver Penaud, j'espère, Gabin Villiers et donc Melvin Jaminet. D'accord. Voilà. Bien belle équipe. Bien belle équipe, oui, en effet. Ouais, non, mais qui allait faire quelque chose à domicile contre les Anglais. C'est rassurant quand on connaît tout le monde, tu vois, qu'on reconnaît les visages. Ça fait quand même 10-15 ans, mais presque, que même si on connaissait les stars, au bout d'un moment, on s'identifiait plus à cette équipe. Ouais, c'est fou, hein, même pour nous, les suiveurs du rugby, que le 15 de France c'est un 15 avant un énorme match où c'est 12 ans après le grand chelem qu'on attend, qu'il n'y ait pas de débat sur la compo. Mais c'est incroyable. C'est le fruit d'un long cheminement et d'un très bon travail du staff, faut le dire. Une bonne nouvelle pour Bureauval, les gars. À fond. Il va faire tous les sports. T'es obligé de dire que le Grand Prix de la semaine prochaine, c'est une bonne nouvelle pour les pistonnés. Une bonne nouvelle pour les pistonnés. Rendez-vous demain soir autour de quoi? Ça, c'est toi qui décides, Polo. Ouais, parce que demain soir, 17h. Semaine spécifique pour la grande finale. Il y a le crunch, donc 2 vidéos cette semaine sur YouTube. Magnifique. Sur First Team Sport. Demain, le débrief France-Pays de Galles avec toujours les petites palettes de notre ami Emeric qui nous régale, que tout le monde adore. Intéressant. Notamment, il va décrypter le premier essai. Et il y a des trucs très intéressants parce que là, on ne l'a pas vu comme ça, mais il m'a sorti un truc. Je me suis dit, ah ouais, putain,
Alors ne spoil pas, c'est donc demain soir, demain après-midi, fin d'après-midi pour la première partie. Et jeudi, là on se projette, France-Angleterre, on est dedans. Preview, la compo dont on vient de parler, les clés du match et ainsi de suite. Et combien on va gagner surtout pour gagner un peu d'oseille. Exactement, ouais, exactement. Ça c'est toujours bien sûr très très important. Merci Joseph, merci Avec les gars plaisir. pour ce très beau point sur le 15 de France. Beaucoup de réjouissance et on en espère beaucoup plus dès la semaine prochaine et pourquoi pas avec ce grand chelem. Il est le temps et l'heure surtout d'accueillir l'une des grandes stars de cette émission. Il est en forme, visiblement. L'un des joueurs aussi, il faut le dire, historique du FC Procuration. C'est l'heure du mot de Tom. Tom est là, regarde, hop, il sort de dessous le bureau. C'est bien sûr une habitude pour notre ami. Tom qui vient nous parler aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, de procuration, un terme qu'on entend beaucoup dans le sport depuis une semaine. C'est l'heure du mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Alors la procuration, c'est quoi ? Eh ben, selon la définition de Larousse, alors évidemment, on n'est pas dans le quotidien puisqu'on a tous fait du sport ici. Eh bien, non, je vais pas vous mentir, de base, j'avais prévu d'écrire, de parler de l'élimination du PSG en Ligue des Champions. J'avais écrit un beau papier avec plein de blagues où je détruisais les Parisiens. J'étais content de moi, hein, puis je me suis posé devant Lyon-Rennes, j'ai vu Terrier mettre une lucarne pour le 4-0 et j'ai commencé à boire de l'essence. Hein. En plus, vu le prix en ce moment, j'ai dû passer au Beaujolais. Et pas cata. Et du coup, j'ai dû revoir totalement ma chronique, hein, parce que je me voyais mal charrier le PSG, alors que la prestation des Lyonnais était honteuse. Hein, ça aurait fait un peu le muet qui se moque de l'aveugle. Donc j'ai un peu réfléchi aux sujets sur lesquels je pouvais aller. Et c'est vrai qu'après la défaite des Parisiens face au Real Madrid, on m'avait beaucoup reproché de vivre par procuration. Hein. Polo a même arrêté de m'adresser la parole, sans vraiment que je comprenne pourquoi. Enfin bon, si défiler sur les champs en maillot de bain en criant « à la Madrid », c'est de la procuration, enfin, on va jamais s'en sortir. Alors la procuration, c'est pas un truc qui est présent dans la vie de tous les jours, hein, dans notre quotidien. Par exemple, ce week-end, mon pote a géré une meuf fantastique. J'ai pas célébré ou fêté ça comme si c'était moi qui l'avais pécho. Hein. Bon, peut-être parce que c'est ma sœur et pourtant je suis pas jaloux. Non, la procuration, c'est vraiment un truc qui est propre au sport. Quand on est supporter, que l'on vit une mauvaise phase avec son club, c'est vrai que tu vas te réconforter en vivant par procuration. C'est le cas par exemple des Lyonnais ou des Marseillais en ce moment, et ça fait partie du sport, hein, que ça plaise ou non. Est-ce que tu trouves pas justement que la procuration tue pas un peu le sport quand même? Oh, tout de suite les grands mots, Manu, merde. Non, la procuration, ça tue pas le sport. Léo Dubois, ça tue le sport, oui. La procuration, non, ça va, ça en fait partie. Ça le nourrit même, ça rajoute un peu d'enjeu. Il faut gagner parce que si tu perds, t'es pas seulement charrié par ton adversaire direct, mais par tous les autres clubs français, y compris Bordeaux, hein, qui est encore considéré comme un club de foot, plus pour très longtemps. Puis mine de rien, le FC Procuration, comme on l'appelle sur Twitter, c'est aussi un havre de paix. C'est un club avec beaucoup de licenciés, hein, d'ailleurs où Erwan est le joueur le plus capé. C'est un lieu où selon les matchs, des joueurs des quatre coins de la France vont se retrouver pour célébrer ensemble, même les plus grands ennemis. Après la défaite du PSG, il y avait presque une alliance olympienne entre supporters de l'OL et de l'OM. Moi, ça m'a ému. Il y a un supporter de Marseille qui m'a écrit sur Twitter « Chais, pour le PSG, on est ensemble, frérot ». Bon, il y a un mois, il m'avait envoyé « On vous baisse, toi et ton club de chiennes lyonnaises, tu vois ». Enfin, je veux dire, c'est beau. C'est beau parce qu'on savait que le plus gros enjeu de notre saison, c'était pas l'Europa League pour Lyon ou la compétition que joue Marseille, la Danone Cup, je crois. Non, le plus gros enjeu de notre saison, c'était le parcours du PSG en Ligue des Champions. Alors oui, je comprends totalement que ce soit insupportable à vivre quand t'es supporter parisien, mais il faut arriver à prendre un peu de recul. C'est ce qui est le plus dur dans le sport d'ailleurs. Oui, c'est terrible de se faire éliminer en Ligue des Champions, surtout de cette manière, mais ça reste que du sport. Hein. Ça fait un peu bateau comme ça, un peu chanson de Vianney, je l'accorde, mais cette ambiance nocive entre supporters, elle est importante. Il faut juste pas dépasser certaines limites, évidemment. Ce qui est bien avec la procuration, c'est qu'elle n'appartient à personne. Elle est volatile. Elle peut changer de couleur, de fanion, un jour se retrouver chez les supporters de Lyon, l'autre chez les Bretons. La procuration, c'est juste une sensation de victoire, hein, qui nous manque parfois tellement qu'on en vient à supporter d'autres clubs pour la ressentir juste un instant. Et c'est vrai, souvent, une défaite du PSG reste le meilleur moment. Bravo. Merci beaucoup Tom pour cette superbe chronique. Et en effet, il fallait donner la parole aux autres supporters que ceux du Paris C'est Saint-Germain. bien de comprendre ce qu'est la procuration. C'est utilisé, Mais bien sûr. utilisé un petit peu à tort et à travers. C'est vrai, t'as raison. Et c'est vrai que c'est rentré dans notre sport, dans notre giron depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'était bien d'expliquer le pourquoi du comment et comment ça peut faire parfois énormément de bien. Exactement. Procuration anti-PSG, parce que sinon ça marche Oui, pas. oui, forcément. Ils sont Après, forts. bien sûr. alors là, pour le coup, c'est vous qui donnez du grain à moudre. Oui, mais ça, je suis d'accord. Oui, et non, pourvoyeur de talent pour le, Non, pour le je suis FC d'accord. Procuration. On donne le matériel. Hein. Mais c'était important surtout d'introduire le sujet bien sûr du Paris Saint-Germain avec le FC Procuration et ça a été magnifiquement fait par notre ami Tom. Les amis, le dossier de la semaine justement, le PSG a encore perdu de manière
manière honteuse en Ligue des Champions. La grande question, et maintenant on fait quoi? C'est tout de suite le dossier de la semaine. On a beaucoup entendu parler de République des joueurs, on a beaucoup entendu parler d'une direction absente, on a beaucoup entendu parler d'un entraîneur muet, de stars qui n'en sont pas vraiment une fois qu'elles enfilent un short et des crampons. Bref, le Paris Saint-Germain a encore été éliminé en 8e de finale retour face au Real Madrid cette fois-ci. Là encore une fois, c'est la manière qui pose problème. Un PSG qui semblait avoir dominé son sujet pendant 90 minutes au match aller, pendant près de 60 minutes avant une bourde et avant une nouvelle défaillance mentale du Paris Saint-Germain qui se voit éliminé après une première bourde bien sûr de Donnarumma qui a été suivie d'une avalanche et cascade de buts inscrits notamment par Karim Benzema. Les gars, la première question que j'ai envie de vous poser avant de se muer on va dire en spin doctor et essayer de trouver des solutions pour notre PSG, où est-ce que vous la placez cette élimination dans les pires hontes on va dire du Paris Saint-Germain sur ces 11 dernières années? Derrière la remontada. Derrière la remontada. Largement incomparable. Ça a été un moment très difficile. De toute façon, au vu de la joie de tous les autres, c'est toujours pareil, c'est paradoxal. Vu la détresse de certains, le contraste, vu le bonheur que d'autres ont vécu, tu sais que tu as vécu une grande soirée de foot. Non, mais juste pour placer cet événement, je dirais quand même largement après la remontada qui reste un événement traumatique incroyable. Aussi. Je mets peut-être derrière United, derrière United aussi, sur le podium. Tous les deux, vous mettez derrière la remontada et derrière l'élimination contre United. Oui. Je pense qu'on avait des qualités sportives contre United qu'on n'a plus sur le terrain aujourd'hui. On a des noms, certes, mais la qualité d'équipe, on ne l'avait plus. Et moi, très sincèrement, contre United, à la fin du match, j'étais encore une fois atterré, j'étais honteux, je me posais 1000 questions. En fait, la réaction que j'ai eue après ce match-là, c'est que j'ai très vite digéré en tant que supporter parisien parce que je savais pourquoi. Et je mettais des mots sur le pourquoi. Donc en fait, j'ai avancé et je me suis dit, je me sens moins honteux après ce match-là qu'après celui Je suis d'avis complètement inverse. Mais moi, je suis plutôt de l'avis de Joseph et c'est pour ça que. Moi aussi, parce qu'après, les autres ne sont pas forcément supporters du PSG, c'est peut-être ça aussi. Non, mais Manu est supporter de qui d'ailleurs? Du national, monsieur. Supporter du football. Et pas de rassemblement. Il est cartel. Dieu merci. Non, mais là où je rejoins Jeff, c'est que contrairement à la remontada, maintenant tu sais ce qui se passe. Tu sais que tu es plus surpris et tu le sens venir. Quand le Real Madrid égalise et la manière dont ils égalisent, tu sais exactement comment vont se passer les dernières minutes de ce match. Tu n'espères pas, mais tu sais. Tu ne l'espères pas. Tu ne parles plus parce qu'on était ensemble avec Joseph chez ses parents, qu'on salue d'ailleurs, qui nous ont accueillis pour ce. Je ne veux plus te parler d'ailleurs depuis. Mais tu ne dis plus rien et tu sais comment ça va se passer. Et en fait, là où c'est différent, je trouve, de la remontada et même un peu de Manchester, c'est que là, tu n'es même plus dans la déception, tu es dans la fatalité. Tu es dans la fatalité d'une équipe dans laquelle tu ne te reconnais pas, je parle des joueurs, dans la fatalité d'une direction sportive qui ne respecte ni le football, ni son club, ni les arbitres, ni quoi que ce soit, etc. Et dans la continuité, de manière plus globale, d'un club qui est devenu... c'est devenu culturel et je crois que c'est Duluc qui était plus ou moins inspiré cette semaine d'ailleurs notamment ce matin, mais qui a eu ces mots qui sont intéressants. Le lendemain en tout cas de la défaite, le lendemain il était inspiré, il a eu ces mots et je paraphrase, mais ce n'est plus une déception, c'est une culture. Ce n'est plus un accident. Et ce n'est plus un accident, c'est une culture. Et voilà, on en est là, on n'est plus surpris. On est fataliste. C'est exactement. J'entends ce que vous dites. Vous êtes fataliste, mais je reste persuadé que quand il y a un 0, qu'ils égalisent et qu'à la fin du match il y a 3-1, vous prenez 3 buts en un quart d'heure, la surprise, elle est quand même là. Pour moi, c'est la pire défaite, avec forcément une autre sensation, mais peu importe. Pour moi, c'est la pire puisqu'elle scelle clairement la fin de quelque chose. Mine de rien, sur les 2 dernières saisons de Ligue des Champions, tu fais finale d'un Elite 8, qui vaut ce qu'il vaut, ça reste une finale de Ligue des Champions. Derrière, tu fais une demi-finale contre City. Il n'y a pas Mbappé au retour, mais tu sors avec un beau parcours. Tu sors le Bayern en quart de finale. Tu as l'impression qu'il se passe enfin quelque chose. Tu t'installes dans un dernier carré pendant 2 années d'affilée. Et l'année d'après, perdre en 8e, ça peut arriver face au Real, d'un gros match de ballon, une barre, un hors-jeu pas sifflé, tu perds
la manière est catastrophique. Et en fait, et je me rends compte, je le savais, mais je me rends compte qu'en finale, cette finale d'Elite 8, cette demi-finale l'année dernière face à City, tu ne capitalises sur rien. Ça veut dire qu'en fait, que cette défaite face au Real Madrid, elle sonne le point final de dire que en fait que le Paris Saint-Germain ne travaille jamais sur la continuité, ne construit rien d'année en année et continue à vivre sur un fantasme de faire venir Messi, de continuer à donner énormément de crédit à Neymar, d'avoir des panels de stars. Mauro Icardi qui est là, on ne sait toujours pas pourquoi il est venu. Quand je vois le bonheur que Thomas avait quand Mauro Icardi est arrivé clair. et quand je vois aujourd'hui ce que ce mec fait. Cette espèce Des d'empilation barbecues, cette espèce d'empilation de stars, mais avec une vision, parce qu'on dit souvent que le Qatar n'a pas de vision footballistique. Ils en ont une. Ils pensent que c'est empiler des stars, et on le voit à la fin du match. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller dans un Insulter les arbitres. insulter les arbitres. Que je disais. Calamiteux, ça. Mais c'est incroyable. moi je trouve que pour moi cette défaite là par la manière et par l'enchaînement encore une fois de déception, pour moi c'est la pire parce que pour moi elle vraiment elle arrive là, tu peux plus continuer comme ça en fait. Pour moi c'est la fin de quelque chose. Tu perds la Ligue des Champions, tu es encore une nouvelle fois la risée de l'Europe, tu perds Kylian Mbappé, on peut dire ce qu'on veut. Pour moi tu perds Kylian Mbappé. Non mais je suis peut-être me tromper Paul. Non, mais Moi il j'ai va la partir, sensation il va que Kylian Mbappé qui marche Mais sur j'en suis à souhaiter qu'il l'eau, parte. qui a J'en suis à abandonné. souhaiter qu'il Comment parte. qu'est-ce que tu vas lui mettre en avant quand il y a un coach finalement Mbappé il a depuis 4 ans, ils n'ont jamais réussi à installer un coach, ils n'ont jamais tu vois ce que je veux dire, je me dis mais ce mec là mais je lui souhaite vraiment par loin et même les supporters parisiens Mais bien sûr, lui disent moi, je mais lui dis pas, de mon gars, partir. on n'en voudra même pas. Bien sûr que je lui dis de partir. Donc mille fois. pour moi Mais c'est la pire. moi, je te rejoins assez parce que j'ai quand même, moi, ce qui me fait le plus mal dans cette défaite, si tu prends par exemple la remontada, dès le début du match, tu sais ce qui va se passer change parce quoi, que ça tu vois le caca culotte et tout. Mais là, tu domines, tu maîtrises sur 4-0 à l'aller, il y a 90 personne plus qui a donné 150 perdu, ça change sur rien. 150 minutes. Le sub psychologique, c'est le même finalement. Et, Bah et- oui, oui, on non, mais s'en t'as fout, raison, ça. mais, Ça arrive à la en fait, première, que ça voilà. craque comme ça, alors que t'as toutes les clés en main. Moi, je trouve ça dingue. Et surtout, la remontada, tu peux te dire, ça peut arriver une fois dans l'histoire. tu sais, Manu- Ça peut arriver, c'est l'apprentissage d'un club qui Ouais, se ouais, construit. ouais. Le problème, c'est ce que t'as dit, c'est que ça arrive en bout de ligne. Et alors, le pire, les gars, c'est les gens qui nous ont raconté qu'à Bernabéu, il y avait une ambiance de feu et que peut-être ça avait trotté dans la tête des gens et tout. Et Oui, il y Duluc avait l'a des très bien travaux écrit de dans partout. l'équipe. C'était du bisounours. C'était Mais oui, il y c'est un avait public des de travaux bisounours. de partout. Sûr, mais on Ouais, entend moi, comme moi, toujours je- les Il suffit de suivre un peu le PSG. football européen depuis Pour moi, c'est pire. depuis Vraiment, 10 ans. Non, mais ça a pour été savoir une que belle- ça a été- Bernabéu, il se tu sais, passe ça a rien. été une belle ambiance à partir du moment où Benzema Oui, marque le but. Mais ça, oui, c'est facile, complètement. ça. Oui, oui, Et à un moment donné, on complètement. n'entend que les supporters Non, mais parisiens. oui. Non, mais c'est-à-dire que si tu craques à Bernabéu, franchement, tu vas Non, mais craquer moi, j'ai une partout en question. Europe. Ça n'a rien à voir. voilà, ça n'a rien à voir. Les gars, moi j'ai une Ça n'a rien à question. voir, ouais. Moi j'ai une question, c'est on parlait de culture club. J'ai envie de savoir comment c'est possible que au PSG, dans des matchs importants, nos joueurs cadres craquent. Je pense à Thiago Marquinhos. Silva, je Ah oui. pense à Buffon, je pense à À tous les Marquinhos, gardiens italiens passés par le club. à Kimpembe, là, il y a aussi Donnarumma. Nos joueurs stars qui disparaissent aussi parce que là, pour le coup, il y en a un qui est toujours sur la pelouse quand même hein, quand ça se passe. Marco, Verratti, il est- mais on peut citer oui, Verratti, oui, je ne vais pas oui, citer, mais il peut faire partie de la liste. Mais il y a aussi un truc que moi j'ai vu à un partout, c'est que je n'ai vu aucune star. On en voit deux derrière toi. Il y a aussi Léo Messi. Messi, Mais tu sais, parce que On les a plus vus pendant Messi, il 40 avait minutes. tête comme ça. Il regardait la pelouse, il marchait. Il n'y a pas de leader. Incroyable. Mais parce que voilà, c'est ça. On Il n'y a parle pas beaucoup de- de stars, les gars. de leader. Tous les ans, on parle des stars, on parle jamais des leaders. C'est qui le leader du Paris Saint-Germain? C'est Marquinhos. Ouais, Ah, mais sans on l'a- fait. Oui, mais on l'a vu. Mais hein. comment, On l'a mais vu. moi, je pense qu'après, et c'est tu pour peux- ça, j'en reviens à ma question. Comment dans un club comme ça, on peut arriver à se dire, on arrive après 90 minutes d'un match comme celui-là, à se dire, ton leader qui n'a jamais déçu, a fait le pire match de, Eh ben, attends, de tu sa vois, vie. tu vois, par Il a fait exemple, le pire match. T'as raison, Paul. du Et PSG ce moi, soir-là. honnêtement, je dirais que c'est totalement Comment c'est inexplicable. possible Parce qu'on va nous dire que le club, et l'équipe plutôt, n'est pas tenue, que les joueurs, on passe plus de temps à faire du hors-foot, Ouais, bien sûr. hors-terrain, avec Ouais. la Fashion Week. Vous avez tous raison quand vous le dites, mais ça se passe dans tous les clubs. Alors C'est c'est peut-être moins flagrant dans ce club de Naz où tout le monde est toujours visible. Eh bien, on le ressent plus, mais tu vas pas me faire croire que le Grand Real, ils étaient pas Si, tous oui, en train de oui. faire leur truc. La seule différence, c'est que tu as toujours l'impression qu'il y a au moins un leader, que ce soit le coach, ton capitaine. Donc on prend beaucoup l'exemple évidemment du Real de Zidane ces dernières années, mais quand tu as Ramos, Zidane qui va tenir et qui va surtout galvaniser au bon moment. Parce que le fond de jeu et tout ça, on peut en discuter, la tenue des joueurs, mais à un moment donné, à une semaine de ce choc-là, tu dois être dans le fameux esprit commando, le truc de tout péter. Mais en fait, il existe. Deschamps est un grand leader de vestiaire, d'équipe. Et je crois que malheureusement, ce club n'a jamais su trouver ce mec-là que tu n'arrives pas à suivre. Ni Nasser,
Clairement, Nasser qui a décidé de déléguer Oui. totalement le pouvoir sportif à Leonardo. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et on peut dire ce qu'on veut ici maintenant avec le truc, mais c'est ce qu'il fallait faire, déléguer à quelqu'un. Il a choisi Leonardo. Est-ce que Leonardo est le grand capitaine qu'il fallait au club? C'est une deuxième question. Sûrement non, vu de ce qui se passait, parce qu'il n'arrive pas non plus, lui, à changer la culture. Donc, à quoi c'est dû aujourd'hui? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et peut-être que vous avez des éléments de réponse, mais je pense que personne n'est capable de donner ce Mais tu cas. vois, quand on est là à chercher encore des responsabilités individuelles, c'est-à-dire se poser la question, qui sont les leaders de cette équipe, ça en revient encore à se dire, mais c'est individuellement qu'il y a un problème. C'est que dans la tête des mecs individuellement, il y a quelque chose là-haut qui, pendant les matchs, se passe. Et c'est pas vrai. Mais ce qui n'est, en C'est fait, pas vrai. moi, je veux qu'on arrête de parler de leader, de qualité individuelle, parce que le problème de ce PSG-là, c'est de ne pas être une équipe. Et en fait, moi, je m'en fous que les mecs ne soient pas capables d'être des leaders individuellement, si, en tant qu'équipe, ils forment quelque chose de consistant. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand on domine les matchs... Les collectifs explosent avec des leaders. Oui, Qui sont les leaders mais de Chelsea, fédérateur. vainqueur de la Ligue des Champions? Thiago Silva. Thiago Silva, Thomas Tuchel. Bah ouais. Et À dans qui le jeu, t'as quand même tenté, les gars. Ouais, Oui, des voilà, gens, non, mais mais c'est ça. mais en c'est ce fait, qu'on dit, c'est ce le qu'on dit. leadership C'est est divers, c'est varié, c'est pour ça. Et la réalité, c'est que le PSG, quand il domine, les leaders sont les leaders techniques, tu mets la pression sur l'adversaire, tout va bien, mais dès que le PSG se retrouve face à un adversaire qui prend confiance, le PSG n'est plus une équipe, le PSG se retrouve avec 3 joueurs qui ne défendent plus, 6 joueurs qui sont en train d'être acculés, qui font des interventions de héros en permanence. Donc en tant que supporter, le problème, tu le vois très bien, c'est que tu ne sais plus défendre en équipe. Donc à chaque fois que tu arrives en phase finale, tu vas avoir des moments difficiles et que tu ne sais plus prendre 1, 2, 3, 4, 5 salves en défendant. On parlait du 15 de France tout à l'heure. Le 15 de France, ils peuvent prendre 50 minutes à défendre. Ils ne prendront pas d'essai. Le PSG, c'est tout bonnement impossible parce que la création de ce club-là fait que tu n'as pas créé une équipe. Et une équipe en Ligue des Champions doit savoir défendre. Et ce n'est pas possible d'être une équipe, tu ne sais pas défendre avec 3 joueurs comme ça que tu as sur le terrain. Donc l'attitude des supporters ce week-end en sifflant Messi et Neymar, elle est logique parce qu'ils ne sifflent pas ces 2 joueurs-là en particulier. Ils sifflent une Direction direction et bien 2 sûr, joueurs. bien Et sûr. à travers ces joueurs-là, ils sifflent Leonardo, ils sifflent Nasser, ils sifflent... sûr. Et la politique sportive. Si on devait faire le constat, les gars, il y aurait tout en haut de l'échelle. On peut se le dire aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est davantage une marque qu'une équipe de foot. Ça, je pense que vous serez tous d'accord là-dessus. On pourrait se dire qu'on a un président. Moi, je suis désolé, Nasser Al-Khelaifi, il est parti faire. Il est partout sauf à Paris. Il a beaucoup de et choses dans à les faire. médias, ce que je veux dire, après, on l'a pas entendu après cette défaite-là. Il est parti dans le vestiaire des arbitres, mais tu ne l'as pas entendu. Parce que c'est venir- Léo qui est censé être C'est ce lui le mec-là président, tu vois ce maintenant. que je veux dire. Leonardo nous avait promis un énorme recrutement. Wijnaldum, on l'a pas vu, il a disparu complètement des radars. Sergio Ramos, on n'en parle pas. ok. Messi, voilà. Bon, Hakimi, il n'a pas fait non plus son plus grand match. On a beaucoup parlé du coach. Donnarumma. Pochettino, oui, c'est vrai, j'ai Ah, jamais oui, oublié. bah oui, bah oui. Pochettino qui n'ose pas sortir un des 3 devant, alors qu'on avait bien vu que Neymar et Messi étaient un petit peu fatigués. Les gars, on coupe qui? Tout le monde? Ou il y a une personne en particulier? Parce que non, mais C'est dur, franchement, t'as raison, c'est t'as dur. envie de tout jeter à la poubelle. Et comme chaque année, enfin comme après chaque élimination. Mais tu ne pourras pas couper ni Messi ni Neymar. Il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Pourquoi pas? Mais parce Je que crois pas une seconde. de un, eux, ils ne voudront pas partir. Avec leur salaire, personne n'en veut. Neymar, tu peux pas le faire partir libre. De toute façon, personne ne va s'aligner sur son salaire. Et puis Mais tu encore une payes, fois, il y a c'est la le Coupe Qatar, du Monde au Qatar. tu payes les fins de contrat et tu Mais dis il y a la merci Coupe du messieurs. Monde au au revoir. Qatar. Ils les veulent Ça, comme faut- ils le le veulent problème, comme ambassadeurs. Le problème, Impossible. c'est à tous les niveaux. C'est la direction sportive qui donne Les ce salaire-là, prisonniers. qui accepte les situations d'un Draxler ou d'un Kurzawa aujourd'hui. C'est les joueurs aussi qui, finalement, dans un environnement où on leur a fait comprendre que l'image était peut-être plus importante quand vous êtes au PSG que ce que vous faites sur le terrain, et bien évidemment que sur le terrain, ils ne sont pas à 100%. On parlait beaucoup de respect du club aussi dans le chat. Moi, je vois un mec comme Kylian Mbappé. Il le sait, il l'a dit, il veut se barrer, il va aller au Real Madrid. Sur le terrain, il est irréprochable depuis maintenant 1 an. Il n'a pas toujours été au PSG. Il faut aussi avoir la mémoire un peu plus longue. Mais encore une fois, hier, PSG Bordeaux, il est là, il joue, il marque. Il célèbre, avec. Il célèbre, ouais, il Ah ouais, c'est sort, il clair. va prendre sa douche, il fait quoi? Il va avec sa famille voir le PSG handball. Non mais tu vois, c'est couillon. Bien sûr. C'est couillon. PSG handball, à pied, c'est Coubertin, c'est 50 mètres. Hein. Il les a sûrement pas fait à pied, à mon avis. Vaut mieux pas. Mais tu vois, c'est rien, c'est des petits signes. On aimerait tellement le Et c'est PSG, des on en signes est de là. communication qu'on Des attend. signes de en tant que communication, des supporter signes du de PSG qui font respect plaisir. pour C'est l'institution Paris Saint-Germain, le club Paris Saint-Germain, parce que ce n'est pas encore une institution, on l'a très bien vu. Mais est-ce qu'on a déjà vu Neymar, Messi
faire des Bonjour, petits trucs, des petits bonjour. trucs comme Il ça. n'arrive même pas à dire bonjour, le mec. Pochettino, qui a joué au PSG, qui est là depuis 2 ans, qui est incapable Enfin, qui de avait faire envie une de se barrer interview. au bout de 2 semaines. Hein, Une, quand une il est arrivé. interview en français, alors que Carlo Ancelotti vient de faire une masterclass C'est en vrai. interview à la fin du match. Voilà, en fait, c'est à tous les échelons. Ça commence par les joueurs, le coach, la direction, et après la présidence et les investisseurs qui font tous les mauvais choix possibles pour créer une équipe de football. Alors, est-ce qu'on serait pas d'accord dans ces cas-là, les gars? Que fait-on maintenant que le PSG est devenu la risée de l'Europe? Enfin, ça l'était déjà malheureusement, mais c'est devient abyssal et historique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que le premier fusible, c'est pas Nasser El Khelaifi? Bah, si, mais je pense pas Et qu'ils vont d'avoir le un faire. vrai président, Mais peut-être c'est quoi un délégué, vrai tu vois? président? En fait, Nasser, oui, d'accord, bien évidemment. Il y a délégué cette année. Est-ce que c'est lui finalement qui a cette vision? Moi, j'ai l'impression qu'on dit que la Coupe du Monde au Qatar, tout ça, faire venir des stars et tout, maintenant ils ont leur magasin, le PSG à New York. Alors oui, Ça, ils ont Mais tout est parfait autour. Hein, ouais. Le PSG, ce qu'ils ont fait, c'est une masterclass. Ah ouais, Vraiment, ouais, des mais voilà, écoles de complètement. commerce. Ça, c'est Le clair. problème, c'est que le PSG, c'est quand même accessoirement un club de foot avec des ambitions, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le côté marketing, le côté business jusqu'à la Coupe du Monde, tu ne pourras pas Y en échapper, sortir, tu ne quoi. pourras pas couper des têtes, repartir à Ouais, zéro. exactement. Donc, et ça, je crois, et tu as employé un mot qui est terrible, mais qui pour moi est On est complètement vrai, prisonnier. c'est qu'aujourd'hui, le PSG Oh, est le PSG est prisonnier, on et en- prisonnier de ce qu'ils ont construit depuis 10 ans, cette Voilà, cage c'est dorée. fou. Ils sont prisonniers de ça. On ne peut rien faire. Les supporters que nous sommes, en tout cas tous les trois, parce que je vous connais tous les deux très bien et je sais à quel point on est supporters, nous, on est clairement prisonniers de ça. Et je pense que le collectif Ultra Paris, ainsi que beaucoup d'autres supporters qui étaient présents face à Bordeaux. Visionnaires, hein. Hein Visionnaires, nos amis du Cup. Mhm. Bah, ils ont écrit Le un communiqué, courrier juste avant. Alors, après 2 la semaines, victoire 3 semaines 1-0, avant, ouais. ils ont fait une lettre qui est sortie, qui, avec beaucoup de soucis, en disant qu'ils étaient inquiets de plein de choses. Bon, malheureusement pour eux, ils ont eu raison une semaine après. Mais ce qui s'est passé à Madrid, ils l'avaient déjà annoncé par rapport à des bien dérives sûr. et tout. Et eux, Et tu vois, pour le coup, parce que- le côté Bah, bien marketing sûr. et le Même magasin New York, je pense qu'ils Et s'en même si branlent. tu te qualifies contre Madrid, ça n'enlève pas tous les problèmes qu'il y a depuis le début de la Bon, saison, moi, les voire gars, depuis quelques années J'entends aussi. le statut de prisonnier dont vous parlez tout à l'heure. J'espère qu'on on va vite vous libérer, que ça ira mieux après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pas vu. moi j'entends, mais à un moment donné, ça va être contre-productif pour le Qatar lui-même. Je veux dire, Mais c'est de exactement là. continuer Mais à mettre Nasser El... Moi, tu vois, Nasser El Khelaifi, j'ai peu d'espoir de voir quitter Paris. Parce que c'est Non, quelqu'un mais qui est d'ailleurs, très, très le proche de Qatar a l'émir. confirmé Exactement. qu'il sera encore en place. C'est quelqu'un qui est très très proche de l'émir. la C'est en fait défaite. le départ de Nasser El Khelaifi. Malheureusement, ça devrait coïncider avec le départ des Qataris. Enfin, on ouais, bien s'avance, mais c'est à peu près comme ça que l'équation devrait se tramer. Tu as peut-être le droit de prendre un président délégué qui connaisse le football, parce que tu l'as dit, Nasser El Khelaifi, il a fait un pas en arrière, mais ses conseillers prennent beaucoup de poids au sein du club. Est-ce que Leonardo a les pleins pouvoirs? J'ai pas complètement la sensation. Je vais dire une énorme bêtise. Un Sarkozy, un Arsène Wenger. Alors Sarkozy, Ça fait partie des fantasmes. ça. c'est peut-être le pire exemple, mais tu vois, Arsène Wenger qui a peut-être une certaine idée, tu vois, je sais pas, Avec du Zidane, football et d'un t'as vu projet, cette rumeur improbable. sportif, tu vois, est-ce qu'il faut pas donner les pleins pouvoirs sportifs à une seule et même personne? En tout cas, ce qui est sûr, c'est C'est une que idée, quoi. comme a été dit depuis tout à l'heure, là, si tu ne vois pas la rupture, si tu ne vois pas le point final de ces 10 premières années, ça ne veut pas dire que tu dois partir. C'est-à-dire que tu dois changer. Changer, ça veut dire... Nasser, aujourd'hui, a une casquette... a 15 casquettes entre Beansport, entre le tournoi à Doha. Et Enfin, ça, il par a- contre, on le remerciera jamais pour assez pour Beansport. Merci Nasser. On dit personne ne dit que Nasser doit rentrer au pays. On doit juste que Nasser doit, en tout cas, ne peut-être plus être comment dire, l'image figure, Qatar la figure. du PSG. Sur ce que tu impliqué dis, Nasser dans le- rentre au pays, ça peut être hors contexte, ça peut être Oui. mal interprété. Bon, bah, pour le coup, là, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire. hein. Au premier Et ça n'a degré, rien à voir avec l'immigration. Non, tu as raison. Là, il doit y avoir une rupture. Et quand je dis une rupture, c'est mettre un nouvel organigramme. S'ils ne le font pas, et je pense qu'ils ne vont pas le faire, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, T'as raison. eh ben, tu vas avoir une rupture avec derrière le public, les gens qui suivent le club, les gens qui aiment les clubs. Et là, on n'a jamais été aussi proche d'avoir des mecs qui renversent complètement leur veste. Et pourtant, Nasser a œuvré pour les ultras. Oui, D'ailleurs, pour le ils Cup le disent. notamment, ouais. C'est grâce à Nasser. hein, il a poussé de fou pour que la tribune Auteuil redevienne une tribune à peu près de supporters. Donc, il l'aime beaucoup. Je pense qu'il y a une vraie relation. À un moment donné, tout ce qui compte, c'est le terrain. Le reste, ça ne compte plus. Et donc... quand tu disais qu'on était prisonnier, vous avez raison. Moi, j'en peux plus de vivre dans cette saison-là où il y a 3 matchs qui comptent dans l'année. Au bout d'un moment, c'est pas pour Ouais, ça c'est vrai qu'on que supporte qu'on suit le foot. Moi, je Pour suis des le gens foot qui aiment le sport, pour me c'est régaler à peu compliqué, près, allez, on va dire 10 fois dans l'année et parfois être déçu. Là, le problème, c'est qu'on est tout le temps déçu et qu'on se régale pas beaucoup. Puis en plus, nous, les trois matchs qui comptent dans l'année, c'est la vision extérieure des supporters ceux qui ne sont pas supporters du PSG qui disent ça, qui nous disent oui, mais vous, en fait, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Mais moi, je suis désolé, les matchs contre Nantes, quand ils jouent
comme ils ont joué contre Nantes, je les regarde et je prends un plaisir fou. Il y a que ceux qui sont pas supporters du oui, PSG. mais non, mais ça moi, c'est pas vrai, Polo. C'est pas vrai. Quand tu regardes ton club, tu es content. Non, mais c'est pas ça la question. Moi, c'est pas ça qu'on veut dire. Moi, je pense vraiment qu'il y a que 2, 4 à 6 matchs par saison, parce qu'il y a seulement lors de ces matchs-là que j'y pense du matin, que j'ai les nœuds dans le ventre. Moi, c'est pour ça que je regarde aussi mon club. Je regarde tous les autres matchs, sauf ceux sur Eurosport, parce que j'ai pas Eurosport. Si je jouais bien à tous les matchs, tu serais peut-être pas stressé, mais tu serais au moins excité. Oui, mais même si quoi qu'il arrive, je vais regarder les matchs. Donc moi, je suis même pas le bon truc. Il n'empêche que je regarde du sport pour avoir des sensas. Et même dans les défaites, j'ai pas de sensas. Donc le fond de jeu ne fera pas que tu as des sensations. Il y a que en Ligue des Champions, mais parce qu'on a été malheureusement on s'est mal habitué. Sur les matchs lambda de Laurent Blanc par exemple, t'avais pas de sensation quand t'avais des circuits, ça jouait bien. Wow, non. Tu peux dire ça joue bien, mais c'est pas ça une sensation. Bon, je suis pas là. Tu les voyais mercredi, gros, toute la journée, on était là, on en parlait. Je me suis chié dessus 4 fois, mais ça, c'est parce que je suis un fils de Thiago Silva. Non, mais voilà, c'est ça. On parle de la même chose. Erwan a commencé à en parler. Je pense que ne serait-ce que d'avoir cette conclusion, que je partage, c'est que la fracture, elle est déjà présente. À partir du moment où tu te désintéresses de 80% des matchs du PSG cette saison, et tu les regardes, parce que la question, c'est pas ça. On les regarde, quand on gagne, quand on voit des beaux buts, on est content, mais tu regardes plus le PSG comme si c'était ton club et que tu tremblais sur chaque match de Ligue 1. Tu regardes ton PSG comme un spectacle en espérant voir Mbappé faire une belle passe à Messi et Messi marquer. C'est ce qu'on a espéré toute l'année, et d'ailleurs qu'on n'a toujours pas vu, ce qui est d'ailleurs au passage assez incroyable. Pour moi, la fracture, elle est là. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est les supporters du CUB. Alors oui, tu vas peut-être gagner le championnat, tu vas peut-être recruter un joueur phare l'été prochain, tu auras peut-être 70% de cette nouvelle masse de supporters qui sera très heureux de voir, je sais pas, j'ai une bêtise, Haaland arriver ou je sais pas, De Bruyne arriver ou quoi que ce soit. Mais après, il reste 30%, je pense, de gens qui étaient supporters avant, qui se retrouvent plus du tout dans ce PSG. Et je pense que tant que les Qataris soient là, mais je ne souhaite pas leur départ, mais je pense que c'est une constante qui va durer jusqu'à la fin de l'ère Qatari au PSG. C'est que des supporters authentiques, qui soient récents ou pas récents, mais qui aiment le PSG vraiment pour ce qu'elle est, pas pour les stars qu'elle additionne, et ces gens-là ne s'y retrouveront plus dans ce PSG Qatari, quel que soit le temps que ça va durer. Il y a une phrase qui a été beaucoup répétée par beaucoup de supporters parisiens ces dernières heures, qu'on dit « J'en finis, 11 ans après, à regretter l'arrivée de QSI ». Vous êtes d'accord là-dessus ? Non, faut pas. Là, il y a eu beaucoup ce débat. Et j'écoutais d'ailleurs, j'étais sur un space hier, Twitter, donc il y a à boire et à manger dans les spaces Twitter. Mais là, faut pas déconner non plus. Faut pas. C'est quoi ? Faut pas manger la main qui t'a nourri ou un truc comme ça. Je sais cracher dans la soupe. Pas cracher dans la soupe, ça marche très bien. Grâce à QSI, et le PSG est arrivé dans une autre dimension, notamment sur la scène européenne. Ça nous a fait vivre des grands moments. De déception déjà, mais aussi de grands moments. Je pense à des victoires face à Chelsea, le match aller face au Barça, les éliminations du Barça, du Bayern, le match contre Bergame qui était ce qu'il était. Mais pour le coup, je me souviens, on était tous les deux avec Joseph, on l'a regardé tous les deux ce match-là, et on a eu des émotions incroyables. Et ça, c'est aussi grâce au Qatar. Après, cela dit, avant que tu parles de tes bonnes émotions avec des branlés que vous avez mis aussi à Marseille, parce que c'est aussi ça la marque QSI, il faut que j'y aille. Oui. Erwan va commenter dans 10 minutes, donc n'hésite pas à te mettre, Erwan, envoie-leur un petit message. Allez, commenter vite. Mais, bon match. Mais pour finir, c'est aussi des émotions qu'on avait avant. Et je vais dire, c'est peut-être des émotions qu'on avait plus souvent. En tout cas, elles n'étaient peut-être pas aussi fortes, pas aussi violentes. C'est différent, mais t'en avais plus souvent dans une saison, qu'elle soit belle ou mauvaise aussi. Donc, on va pas cracher dans la soupe, mais sans cracher dans la soupe, je peux comprendre la question de certains supporters. C'est dire l'esprit, c'est-à-dire c'est que tu avais des mecs qui expliquaient ça, notamment dans les différents médias nationaux, qui disaient moi je me reconnaissais peut-être plus, alors ça peut paraître un petit peu facile à dire après, des magots, mais je me reconnaissais plus dans l'équipe, on va dire, qui jouait sa survie en première division que l'équipe qui me déshonore en Ligue des Champions. Ça les regarde. Moi j'ai le souvenir d'il y a 10-15 ans où mon rêve c'était que des investisseurs arrivent et injectent. Ce que j'aurais adoré, c'est que d'autres investisseurs suivent dans les autres clubs français. Ça aurait peut-être pu, tu vois, le truc des nœuds dans le ventre. C'est vrai que si les Saoudiens, ou si McCourt avait vraiment injecté de ouf, que Marseille ou que Lyon avait réussi à enchaîner ce qu'ils ne sont pas capables de faire, peut-être que notre vision aurait été différente. Il y avait eu d'autres clubs français qui, eux aussi, allaient loin en Ligue des Champions, parce que Lille est encore potentiellement qualifié, enfin en tout cas va se battre contre Chelsea. Donc on peut pas cracher dans la soupe. On a vécu des choses incroyables, on a vu des joueurs extraordinaires. Zlatan, j'ai jamais vu, on peut parler de Mbappé, et
Moi, Zlatan, j'ai jamais vu un mec bien sûr. écraser un Écraser championnat un comme ça. championnat Je savais comme même ça, pas, on n'a pas vécu Papin de nos Non, yeux. non, c'est vrai, t'as raison. Mais j'avais jamais vu ça, tu vois, un joueur aussi fort au PSG, Non, mais sans disrespect certain. Mais d'ailleurs, c'est pas les investissements du Qatar que les Parisiens ne Non, veulent ça, c'est clair. plus voir. Ils sont très heureux d'avoir un investisseur qui soit aussi riche, hein, et certainement pas, ils demandent pas. Il disait direction d'émission ce week-end. Et c'était pas Qatar d'émission. c'était ouais. avant, Ouais. on disait colonie capitale d'émission. C'est vrai, Ouais, c'est t'as vrai, raison. t'as t'as raison. raison. C'est parce qu'il y avait des investissements qui n'étaient pas raison. présents. Aujourd'hui, le QSI fait le taf, il y a absolument rien à dire. Mais par contre, non, on crache pas dans la soupe, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on nous a vendu aux supporters un projet qui était de gagner la Ligue des Champions très rapidement. Et ça fait 5 fois ou 4 fois qu'on se fait éliminer en 8e de finale. On est effectivement honteux, c'est la réalité. Donc il ne faut pas non plus être dans le béni oui et dire on va siffler personne. Ce week-end, quand j'en Ah, je suis entendais d'accord avec toi. dire ouais, mais c'est pas normal qu'il siffle Messi, c'est pas normal qu'il siffle Neymar. Attendez, je suis désolé, il faut bien que les supporters du PSG aient un moyen de se. Soit à de la hauteur, s'exprimer. on va dire, des problématiques du sûr. club. Ah, bien Sinon, sûr. ça veut dire quoi? Juste on est là, on applaudit, bravo. C'est l'édito du Luc, émissions c'est l'édito incroyables. du Luc ce matin qui dit On est on pas est la des honte de supporters. l'Europe, on est la honte Ouais. de l'Europe parce qu'on a sifflé Messi. Ouais, Je suis super, désolé. on est la honte de l'Europe parce qu'on s'est fait éliminer en 8e Surtout. de finale. Ouais, bien sûr. Désolé, Bah, grave. Messi, depuis le début du championnat, il n'est pas exempt de tout reproche. Donc, tu as le droit, effectivement, de dire que c'est notamment de sa faute si on a été sorti. Bien Et sûr. tu as le droit de le siffler. On est encore en. Je vais aller loin, mais on est encore en démocratie. Les supporters font ce qu'ils veulent. Ils donnent énormément de leur temps. Et s'ils ont envie de siffler Messi pour pas faire passer un message et pour dire en sifflant Messi, c'est la direction qu'on siffle, eh ben, ils ont tout à fait le droit de le faire. Et personnellement, je pense que ceux qui comprennent pas ça, c'est qu'ils font un peu exprès Oui. de ne pas le comprendre aussi. Surtout lorsque c'est un stade qui siffle. Ouais, Parfois, t'as quand c'est raison. une frange de supporters, tu vois, par exemple, c'est vrai qu'il y a eu des COP, des ultras qui ont eu des revendications pour leur propre Oui, intérêt. Là, on aurait pu en discuter. Là, mon gars, moi, on était tous devant nos télés. Oui, t'es Pour pas ceux sur une qui prise l'étaient pas, d'otage, on va j'ai dire. pas eu la sensation que les gens dans le stade ne trahissaient ma pensée. Non, bien hein. sûr. Si j'avais bien été dans le sûr. stade, il y a moyen que j'aurais sifflé aussi parce que c'est à la hauteur de la désillusion. C'est à la hauteur des investissements aussi. Donc, du coup, le retour de bâton, il est Bien sûr. catastrophique. Et la C'est- semaine qu'on a vécue, elle était terrible. Puis, en fait, on commence à comprendre un peu leur logique que quoi qu'il se passe de toute manière dans le stade, si on reste un peu gentil Ouais. avec la direction, ils ne feront jamais rien. Et t'en viens à penser que si tu siffles pas Messi, ils sont capables, s'ils perdent Mbappé, De le re-signer 3 d'aller ans, chercher CR7. Ouais, ouais. Et Tu vois ouais, bah, mais ils sont ouais. tout à fait capables de le faire pour mettre Neymar, CR7, Messi. Ils sont capables de le faire. Mais tu sais, on avait. Donc, il c'est faut, vrai, il c'est faut vrai, c'est arrêter vrai. ça. Après la remontada, je sais pas si vous vous rappelez les gars, on avait fait un sujet dans la classe foot avec notamment quelqu'un de Paris United qui était venu en plateau, qui avait écrit un très beau bouquin sur les coulisses justement de cette élimination historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et on avait dit, si les dirigeants ne sont pas à la hauteur, si les joueurs ne sont pas à la hauteur, si l'entraîneur n'est pas à la hauteur, c'est là où les médias et les supporters ont un rôle de contre-pouvoir, un rôle justement d'être à la hauteur de ce grand club. On connaissait quand même pas très bien en France le fait d'avoir un club comme ça avec des stars, un club qui marche à l'international, etc. Et on avait dit que c'était aux journalistes et aux supporters d'être au rendez-vous. Je sais pas si tous les journalistes ont été vraiment au rendez-vous la semaine dernière, même si bon, c'était pas non plus le sujet le plus difficile à traiter, mais en tout cas, on peut dire que les supporters, oui. Ouais, mais tu vois, on crache sur l'équipe de temps en temps, et c'est très à la mode hein, dans le football et sur les réseaux sociaux de cracher sur la manière dont le football est traité sur l'équipe. L'équipe a mis 3 à Messi au match aller. Complètement. Et, T'es pas et voilà. content. Et Messi n'était pas content, le PSG n'était pas content, Ouais. le monde du football n'était pas content. Mais au bout d'un moment, voilà, tu parlais de contre-pouvoir. C'est aussi le journal de l'équipe a un rôle là-dessus. Les Et supporters ils en sont ont très parlé. gentils. Hein. Et ils sont très Ils sont gentils. Parce très qu'encore une gentils. fois, quand on voit les réactions de Vincent Duluc sur l'édito de ce matin, c'est grave. C'est pas de faute professionnelle parce que dans l'édito, tu Non. peux dire ce que tu veux. Oui, oui. Mais c'est très grave de penser ça et d'omettre notamment que des très grands joueurs dans leur propre stade se sont déjà aussi fait siffler. On parle beaucoup de Cristiano Ronaldo dans les commentaires depuis tout à l'heure. Cristiano Ronaldo en a fait les frais aussi. Donc c'est insupportable. Et pour revenir, parce que je ne me suis pas exprimé sur les supporters, moi personnellement, je fais partie de cette équipe qui au stade ne sifflera jamais un joueur de mon équipe. Mais par contre, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'on est en démocratie et que là, il faut aller siffler. Moi, siffler que 2 joueurs, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une faillite collective et c'est ce que je dis depuis le Bien sûr, début. t'as raison. Verratti, pas un mot sur lui. Marquinhos, exemplaire aussi. Passer au travers des critiques Exemplaire. un peu, je veux dire. Passe au travers des critiques parce qu'il a cette exemplarité depuis les premiers jours où il est arrivé au club, mais lui aussi passe à travers. Il aurait peut-être aussi mérité. Il aurait fallu, je pense, le faire de manière différente que de cibler 2 joueurs. Mais Ils ont après, là où je sifflé- rejoins- après, tu sais, Polo, par rapport à ça, parce qu'on en a un peu discuté tout à l'heure, moi, j'ai quand même l'impression que
à part Kylian Mbappé, tout le monde a été sifflé. Ouais, clairement. Tout le monde a été sifflé, sauf qu'une fois que le match a commencé, à un moment donné, tu vas pas siffler tout le monde tout le temps. Quoi. Bah, Et que le public a naturellement sifflé les deux qui sacralisent. Oui, et puis Mais notamment les deux Voilà, c'est visages. ça. Voilà, c'était plutôt parce que tout le monde a été sifflé sur un truc quand même incroyable. Hein. Bon, on n'a Oui, pas de dire oui, enculé, c'est vrai. pour les adversaires, mais que tout le monde se fasse siffler. C'est fou, c'est ça- rare, c'est très très c'est rare. Tu vas être surpris Ouais. de France quand même. Hein. Non, mais c'est Non, dingue. mais C'est c'est vrai, dingue, c'est c'est vrai, dingue, t'as c'est raison. dingue. Et puis après, t'as toujours aussi, t'as deux publics au Parc des Princes. On parle beaucoup du Cup, mais je suis désolé, les tribunes latérales, elles ont pas beaucoup sifflé Neymar Mais quand, oui, il a exactement, quand il a mais c'est marqué. pour Hein, ça. ça a même beaucoup Mais- applaudi, etc. Non, c'était les deux. Moi, je trouve que ça va. Attends, il y a un mec qui Non, mais il marque, y avait les deux. il y a oui, les gens oui. qui ont applaudi, bon, normal, mais il y a Non, quand mais même vachement de gens qui ont sifflé. Non, mais tu Moi, sais- le premier, j'avais le seum chez moi. Moi, donc, je me rappelle. Écoute, je me rappelle. en fait, on est devenu fou, en fait. J'étais pas, Ouais, j'étais ils pas au m'en rendent match fou. dimanche, Ah, mais vraiment. je me rappelle par exemple d'un PSG Strasbourg. Tu sais, quand Neymar avait fait ses sorties dans la presse pour aller à Barcelone et tout, etc. Au début, ça avait été une énorme bronca. Il y avait eu des banderoles même qui étaient allées très très loin et tout, etc. Machin. Mais au bout de 10 minutes, en dehors du Cup, on va dire que toutes les tribunes latérales applaudissaient Neymar à chaque contrôle. hein. Surtout sur le but. À la fin, là. Surtout sur le but où il retourne tout le Bah stade. ouais. Mais t'avais déjà cet effet-là. quoi. Mais là, par contre, là où je rejoins Joseph, c'est que je pense qu'au-delà des performances sportives personnelles des deux joueurs, je pense qu'ils sifflent aussi, et quelqu'un le disait dans le chat, ceux qui le représentent, c'est-à-dire Oui, Bah, bien sûr. représente bien sûr. cette équipe du PSG qu'on ne veut pas voir. Et c'est dur à dire parce que Messi est peut-être mon joueur préféré, même à l'heure actuelle, encore une fois. Neymar est un joueur extraordinaire, mais il représente ce PSG qu'on n'aime pas, ce PSG des passes droits, ce PSG des clans, ce PSG des prestations moyennes, passables, mais c'est OK tant que la marque PSG se développe à l'international et que s'il y a 3 ou 4 supporters qui gueulent, bah, c'est pas notre problème. À partir du moment où il y a des millions de gens qui achètent les maillots et qui vont aller sur la 5e avenue acheter tous les goodies possibles du Paris Saint-Germain. Et c'est ça le problème. Je pense que ces supporters ont sifflé parce qu'ils ont peur de voir ce club, enfin l'esprit de ce club, parce que même si c'est un club jeune, c'est un club qui a un esprit, qui a une histoire et qui a une culture, et de l'avoir disparaître à coup de gros salaires donnés à des gens qui ne le méritent pas et à coup de prestations honteuses en Ligue des Champions et ailleurs puis- d'ailleurs de la part de tous les tu joueurs. parlais de la PSG. marque. Attention à pas trop galvauder le sportif, parce qu'au bout d'un moment, si ton maillot est taché de honte, Bien plus sûr. personne Trop va tard, l'acheter. maintenant. hein. Et Et ça, je ce pense sera que- l'effet qui se coule de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, Ce sera pas trop pour eux. franchement, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus parce que c'est quand même gravissime et ça dénote d'un état d'esprit. C'est l'attitude de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à la fin du match. Parce que franchement, hein, moi, le lendemain matin, quand je me faisais chambrer par un ou deux mecs qui étaient pour l'OM, un mec qui était pour C'est le le jeu, Real, en alors- plus, moi que je l'accepte. Ah un mec oui, qui était bien pour les sûr. Real alors qu'il a ses 4 grands-parents qui a mis dans le Morbihan. Mais bref, j'ai accepté et je lui ai dit mais oui, moi je pense quand même qu'il y a faute sur Donnarumma. Je lui ai dit, mais très sincèrement, c'est la 5e explication Oui, oui. c'est dans la liste, tu vois. Mais être capable d'aller voir l'arbitre à la fin du match, ça dénotait que les dirigeants de ce club sont incapables de mettre le doigt sur leurs erreurs et de toujours remettre la faute sur les autres. Tout à fait. Donc en fait, tu te dis, mais en fait, ils ne comprennent rien. En fait, il faut leur faire passer le message que le problème en ce moment, c'est eux aussi et peut-être surtout. Donc moi, je la comprends. En fait, le truc, c'est qu'ils ont réagi comme tu réagis dans un sport amateur, en fait. Oui, Parce que c'est vrai que quand tu as le sentiment d'injustice, il n'y a rien de pire. Honnêtement, il n'y a rien de pire. Vraiment. Et à quel que soit le niveau, tu es Clairement. là, tu te donnes à fond, c'est une finale, un truc un peu sérieux. T'es Et volé. finalement, il y a rien de pire. tu t'as raison. penses qu'il y a une faute et tout, bah oui, t'es totalement incapable. Joseph, si tu t'es fait voler ce week-end, t'as perdu 4-1. 4 pénaux quand même. moi, je me suis embrouillé avec l'arbitre, j'ai pris un jaune. Bah voilà, tu J'ai vois. pas joué. Mais parce que Marco t'es un Verratti. sportif amateur, t'es une merde. alors que Nasser et Léo, ils sont blindés, ils sont censés avoir ce qu'il faut pour Bien sûr. avoir de la hauteur et tout ça. Non, ils sont allés gueuler. Franchement, quand on a tous appris ça, moi j'avais honte. Ah, c'est On était vraiment tous dans la même état, j'avais honte. C'était Mais vous êtes honteux, mais sérieux il faut aussi expliquer, je pense, à comment le Real a placé aussi les jalons de ce match en disant ce n'est pas que du football qui se joue, c'est deux visions de l'avenir du foot qui se jouent entre Florentino Pérez et mytho, ça, Nasser non Al-Khelaifi. Franchement, je suis dans Marca, le jour du J'ai honte de match, dire ça. dans le jour du match. Surtout qu'il y avait l'histoire de la Super League qui Mais revenait à un moment. justement. Et on Il a sait pris un prêt à 1 milliard. que Nasser est très très Florentino, proche bah, attendez, du plan de Séphérine et tout, etc. En tout cas, en Espagne, on l'a vécu comme ça. C'était le roi d'Europe, et d'ailleurs la banderole était à Bernabéu. Le roi d'Europe accueille l'État, et qui va gagner entre l'État et le roi d'Europe? C'était à peu près ça. Donc peut-être qu'il y a pu avoir de l'emportement sur tout ça. Il y a quelqu'un qui dit Drogba, les gars. Non, mais Drogba, c'était vraiment une fucking disgrace. Hein. C'était Ah oui, vraiment là, oui, on oui, là, on n'est pas du tout dans le même délire. Ah, là. oui, Là, oui, c'était Là, c'était réel. un fait de jeu. C'était Franchement, il y a des réel, fautes. c'était réel. Bon, on est d'accord qu'il y avait Ouais, faute. bah, bien sûr.
Mais jamais ils vont revenir dessus. Si l'arbitre siffle pas, jamais tu reviens Ah, dessus. tu veux dire sur Donnarumma? Ouais, On est d'accord qu'il y a faute. Tu vois. Je dis pas que c'est la faute Moi, de je l'année. suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que ouais, tout, puis même, tout on simplement. s'en- Après, Non, mais- ça non, change mais- rien. Non, mais je te dis que. je suis pas Tu sais, il y a convaincu parce faute, que quoi, bon. soit Donnarumma, il capte ce ballon, il est protégé en C550, soit il va au devant de l'attaquant et il essaye de le dribbler. Et là, dans ces cas-là, je suis désolé. Tu Attends, vois. non, mais c'est pas un Il va duel. provoquer. C'est pas ça, gros. Il va faire tu une vois. passe. Benzema, il touche rien. Moi, en Ligue 1, il y a faute. Hop, il y a 6 mètres. Et En non, tout cas, pas 6 mètres. Tu vois. rappelle-toi qu'après la C'est ça, remontada, on avait beaucoup digressé et on s'était dit notamment ne surtout pas retenir les erreurs d'arbitrage parce que ça ne réglera Ah, mais bien aucun sûr, problème bien au Paris sûr. Non, mais Saint-Germain. C'est parce que je dis. Je pense C'est parce que que je dis, exactement. je Et pense voilà. rien du Non, mais tout. t'as raison. C'est la première fois que je dis à haute voix c'est qu'il y a ça. faute, hein, pour te Et dire. puis- Et puis je vais même aller plus loin. Je pense qu'il y a faute, que l'arbitre fait une erreur. Mais là, au contre Barcelone, je pense que Atekin nous baise de A à Z parce qu'il avait la volonté de nous baiser. Là, je pense pas du Ça, tout c'est un que fait de jeu. l'arbitre Ouais, ça fait ouais, le jeu. ouais, L'arbitre ouais, ouais. fait une Et mini après, erreur. Donnarumma, il a le droit de jouer mais bien je le peux coup. pas Je lui vois en dans le vouloir. chat. Donnarumma, il est dramatique. Donnarumma, gros. il a le droit de Il rester fait au un sol. super bien match. sûr. Et Et puis, Et en plus, je vais vous dire un truc, on parlait d'Aitken. Est-ce que si les matchs sont inversés, que le Real fait ce match en 2017 et qu'il se passe avec Aitken ce qui s'est passé la remontada cette année, est-ce qu'on n'aurait pas, nous, la même conclusion en disant oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage, Ah, ouais. mais, Contre le Barça, il y avait mais beaucoup de choses. le vrai problème était Ouais, peut-être ouais, ailleurs c'est vrai. ce jour-là. Ouais. Il y a- Après, il y a eu au moins Il y a eu 5-6 dans faits de ces jeu deux- à la Donnarumma très clair et net. mais où il y a par même contre, pas de débat. et ça vaut pour Manchester aussi, à chaque fois, le dénominateur commun, c'est qu'il y a eu des faillites mentales bien Voilà. plus graves que les erreurs d'arbitrage. Et Et 15 ça, c'est minutes, important là. d'insister Les là-dessus. 15 minutes, elles sont folles. La paire de balles de Gay qu'on voit même pas à la télé d'ailleurs. Hein. Tu sais que je comprends tout. En fait, bon, il y a les 11 secondes après l'engagement là. Mais tu prends un but, t'es dans le sub, tu vas en Mais tu sais que moi, prolongation. j'ai et pas tout. compris le troisième but. Et là, J'ai et cru que tu c'était un vois replay. quelqu'un, Ouais. Vinicius qui court avec la balle. Ah, Mais exactement. attends, mais gros. Je me suis dit, ça commence à se finir. Non, mais je te jure. Bref. bon, C'était passons à fou. autre chose. Refermons ce chapitre, les amis. Prions fort. Espérons qu'il y ait du changement dans le club du Paris Saint-Germain l'été prochain. Espérons que le changement, en tout cas, apporte des choses au PSG. Et je vous souhaite bon courage, les gars, pour cette fin de saison qui, malheureusement, va s'annoncer Bon match triste. contre Monaco, Et on hein. espère qu'il n'y aura Ouais, pas il y a un d'autres PSG Marseille déconvenus. dans pas longtemps. Non, mais Ça moi, fait. le seul dernier Dans truc un que j'ai mois, envie de voir, ouais. c'est que Un mois, PSG Marseille. j'ai envie de voir Kylian tout arracher avant de partir. Parce Ouais. que Oui, bien le sûr. connaissant, maintenant, on a C'est dans sa compris la mentalité. bête de compétitivité et de stats qu'il est. Il a 15 buts là, il a marqué encore. Il y a moins qu'il marque 10 buts en 15 matchs. Pour dire, bon, bah les gars, voilà, j'ai tout donné, bye bye. Quoi. PSG Marseille 17 avril, donc pour le dernier match un peu intéressant du PSG cette saison, et le CUP a déjà promis qu'il ferait grève. Donc, D'accord. ça Après va- grève, oh. ouais, ça va- ça- Ils ont pas fait rentrer le PQ, alors finalement, ils ont pas pu. Ah, ils ont Ah, mais pas c'est vrai, arrêté. ils ont C'est pas vrai que réussi. c'est Il y a eu prévu, ouais. Ils m'ont beaucoup régalé. hein. Et il y a eu énormément de banderoles aussi qui ont Ouais. été interdites Ils ont laissé que d'entrée, les hein. trucs soft. Non, mais ils auraient pu prendre beaucoup plus cher. Des supporters, des médias qui sont sincèrement gentils avec le PSG depuis la défaite. Franchement, à l'époque Colony Même Capital, avant, hein. le Parisien et l'équipe, ils Ah, étaient étaient bien à la plus énervés. sulfateuse Mmh, sur le complètement. PSG, alors que les échecs étaient bien moins cuisants qu'aujourd'hui. Exactement. Voilà les amis, en tout cas pour ce qu'il fallait retenir du Paris Saint-Germain. Si vous déprimez, vous avez perdu le moral, que cette psychanalyse ne vous a pas suffi, je propose tout de suite qu'on passe au quiz, histoire de rigoler un bon coup quand même. Il nous reste 8 minutes et 52 secondes très précisément. On va devoir réduire ce quiz, c'est pas grave. On garde tout ça pour la semaine prochaine. J'avais deux. Tom qui tiens, arrive. Tom qui est là. Bah Mais oui. oui, en plus, je voulais t'appeler. Je voulais appeler au changement. Il a parce pas que vu le quiz, Tom t'as vu le qui suis-je Il l'aura c'est donc pas grave. rapidement. Et donc, Imagine. en plus, normalement, vous devez l'avoir. faire. Vous devez. Ouais, il est un peu triste. C'est ça que tu voulais dire? Ah non, non, Ah on bon, va c'est- éviter de le faire. Je donne un indice pour vous chez vous. Non, on va Toujours, essayer de tester toujours un peu. On va essayer de tester un petit peu votre, savoir si vous avez bien suivi ce week-end de Allez, avec sport, un les rébut. amis. Avec déjà pour commencer non, les rébus, non, je les ai mis envoyés en vacances. Ils reviendront dans 2-3 semaines, je pense, quand il n'y aura pas trop d'inspiration. Qui a dit ça? Tiens, 2 citations. La première, on va chercher non pas le sujet, on va chercher l'homme qui a bien pu dire ça. Elle va s'afficher cette belle citation. Quand c'est raté, ça fait rire tout le monde. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ah, c'est il a Lopez. tenté une panenka. Ouais. Oui, j'ai vu ça. TJ Savanier. Et oui, c'est ça. Savanier, mais oui, j'ai vu Et le match. j'avais oublié. Savanier, TJ en Savanier. effet. TJ, ça va. Je te le prends parce TJ, qu'on est une je pense. émission qui aime beaucoup les États-Unis. TJ. Euh, monsieur de notre dessin animé. équipe, donc, Allez, là, regarde. Tom TJ 1, Savanier. 0. Pendant karaté, TJ c'est difficile de Savanier. faire pire comme move C'est- oui. manqué dans le foot. hein. Exactement. Bon, il a fait mea culpa. Voilà. Faute avouée, faute à demi pardonnée. La prochaine citation, elle sera en 2 points. Vous devez me trouver le sujet, de qui on parle. Et si vous me trouvez qui, je vous donne un point bonus parce que c'est pas facile. Je peux pas dire. Il faut rester unis à l'image des supporters. Pour l'instant, ils se disent que ce groupe sera plus fort avec eux que sans eux. Eux pourront se regarder dans une glace à la fin. Aujourd'hui, c'est aux joueurs de faire un pas vers eux. C'est le message que je veux leur adresser. Battez-vous, mettez-y au moins du cœur. Saint-Etienne.
à saint Bordeaux. C'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Bon, tout à fait. Mais C'est c'est qui Bordeaux. alors c'est le coach C'est pas le coach. Ah, on devait trouver le club. C'est un ancien joueur. Ah, c'est Jean Tigana. Non. Marc Planus. Sanus Oui, c'est Marc Planus. Ouais, j'ai reconnu la silhouette. Ah ouais Non, pas du tout. Le mec a un poster de McPlanus. Ça nous fait 2-1. Ils ont marqué l'actualité de ce week-end sportif. On n'en a pas forcément parlé, les gars. C'est pour être complet et qu'on parle de tout le monde, de tous ceux qui étaient au cœur de l'actualité. Malheureusement pour eux, leur tête a été remplacée par la mienne. Il va falloir retrouver à travers la photo qui est ce sportif qui se cache et qui a marqué l'actualité ce week-end. Regardez cette première photo. Ah, Mais non. Non, c'est le Harit. Amin Harit. Amin Harit, il est Je là, le bien dis, évidemment. Harit, Ah, j'ai pas entendu. J'ai compris Milico. Moi j'ai dit Ah, Harit. ouais, c'est Moi, vrai. moi, D'accord, j'ai dit ok. plus fort. T'as dit le prénom surtout. Impliqué dans les 3 buts, bien sûr, de l'Olympique Bravo, de Ami. Marseille pour sa deuxième Vous avez titularisation. la photo dans le keynote, c'est ouf quand même. Regardez ce deuxième. Le deuxième, est-ce que vous arriverez à le trouver Ah, Bah, Anthony Gelon. Oui, c'est ça, tout à fait. Anthony Anthony Gelon, tout à fait, qui a marqué l'unique essai, bien sûr, du match. Ah, tu ressembles à mon petit frère. 4-1. Voilà, je voulais te le dire. Ah ouais, c'est une Là-dessus, tu vieille ressemblais coupe de cheveux. complètement. Hein. Le suivant, tiens. Duel d'experts. Ah, Aubagne. Pierre Latour. Non. Non, mais non, Gauthier, c'est il a gagné. Mathieu Burgodeau. Et oui, Ah oui, merci voilà, Polo. Polo. Je me disais, il a Exactement. gagné quoi, Pierre Vainqueur de la 6e. Il y a les mêmes avec Peter Parker dans le premier, tu sais, quand il s'essuie les lunettes et, avec des photos d'Alaphilippe. Avec Bah ouais, lui. C'est vrai que, ouais, j'ai halluciné, ouais. J'ai la film, mais c'est pas lui quoi. C'est vrai que j'ai assez... avec le bout. Attention, ouais, parce qu'il peut avoir une carrière qui peut lui ressembler. À toute proportion Première gardée. victoire, première c'est victoire c'est un sur bel- circuit c'est un pro, très bel- c'est ça Oui, ouais, oui, oui. très bel On l'avait espoir. reçu dans En roue libre, il est très très sympa. Très belle Ouais, athlète. voilà. Antoine Burgodeau donc. Burgodeau. Hein. Mathieu. Non, mais parce que c'est une blague avec Antoine. Rigaudot. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, Mathieu Rigaudot. Mathieu. Regardez la suivante. Pep Pep Genesio. Pep Genesio, Ah, tout à Pep, fait. bien sûr. L'entraîneur de Rennes qui est trié, bien sûr, son ancien club. il est content là. Restez concentrés, il nous en reste encore quelques-uns à faire. Regardez le suivant. Henrik Christophersen. C'est ton gars là. Maillet. Ah, non, Millot oui, Maillet. c'est. Oui, c'est, Maillet. Non. Non, c'est un Suisse, Loïc Meyer, non Non, Non, C'est un Français. Non, Quentin Fillon-Maillet. c'est un Suisse, je crois. Ouais, c'est un ça, Suisse. non, Carlo Yanka, je sais plus. Non. Ah, j'avoue que je l'ai pas. Je l'aurais pas. La raclute. L'homme qui a gagné le géant de Kranjska Gora Bastien Frère. du côté de Slovénie et qui est d'ores et déjà assuré de gagner le gros globe. Sanderos. Marco Dermar. Marco Dermart, tout à fait. Hein Oui. oui, bien sûr, on connaît. Bien sûr. Le suivant, c'est de la Formule 1. Mick Schumacher. Non, Non. Magnussen. Kevin Magnussen, Ah ouais, tout à Magnussen, fait. oui, il est là. Attention à la remontada, les gars. Attention à la remontada. Kevin Magnussen. Un petit peu de basket, parce qu'il en faut, les amis, c'est important. Greg Popovich. Popovich. Ouais, j'ai l'impression que c'est à Ouais, droite, c'est mais pas c'est mal, sorti c'est en bien. premier. J'ai pas Les deux, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, les gars, au Quaca culotte du côté gauche, parce que la remontada est amorcée. Égalité partout, 5 partout. Le suivant, c'est encore du cyclisme. Je le dis parce que vous allez reconnaître. Warren Warren Barguil. Warren Barguil. J'ai l'impression que c'est là. Difficile de On savoir. n'a même l'impression pas que parlé de c'est là. Warren Barguil qui a gagné une très J'ai belle étape sur l'impression que c'est là. Tirreno. J'ai l'impression Ouais, que c'est là. j'ai une Tu sais petite quoi à moi, On je met dis, ce- c'est largement- on met ce largement point en devant. suspens. Tu sais quoi J'ai pas envie qu'on discute. non, Je connais dis tellement l'histoire. avant. Nasser et Leonardo vont débouler dans mon bureau. Le point est annulé. Concentrez-vous sur le suivant. Richard Jouve. Quentin Non, Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet, il est là. Et que vous pourrez. Je l'ai Richard Jouve en tête aussi, t'inquiète pas. je l'ai dès que je vous remets. Et alors le suivant, ça m'a beaucoup plu. Je me suis pris au jeu. Regardez. C'est Jacques Alinguet. Non, Non. c'est David Holston. Non. Non, c'est Non. Mac James. Mais Non. Mais non, c'est. comment ça c'est Mike Oui, il est là. Alpha Diallo. Alpha Je Diallo pensais que son était Hein c'est Monaco. qui a fait Comment briller ça, la c'est Roca Mike James Team et Mick James, sais pas, notamment en Tu Euroleague. le sens d'où Tu pensais quoi Mike James. Il est métis, c'est pour ça. Ah oui, oui. Ah, mais je comprends, je pensais que Métis c'était clair, Dijon, hein. putain. pardon. Non, t'inquiète pas. Alpha Diallo, Belle bravo. personne. Et tu Bravo. viens donc égaliser 5 partout. Ouais. C'est nickel. 6 partout. 3 secondes 19, 6 partout, t'as raison. 3 secondes 19, on va se faire le qui suis-je Bah d'abord. oui. On va se faire le qui suis-je Mais d'abord. qui suis-je Parce qu'en Ah ouais, plus, bah, je peux il va pas aller jouer. très très J'ai vite. bien fait de venir. Il va aller très très vite. Je suis né le 25. Il va aller très très vite, je vous l'ai déjà dit. Je suis né le 25 novembre 72 à Bastia. J'ai aujourd'hui 49 ans. En bon Bastia, j'ai bien sûr évolué au SCB de 93 à 96. Yvan Colonna. Non. Non. Oh non. Oh non. Méfie-toi parce que c'est un sujet sensible en ce moment. Non. Mais c'est à Metz que j'ai été le plus aimé. J'ai aussi joué à Monaco, à Strasbourg, à Lens, à Guingamp, à Ajaccio, à Clermont, au Paris Saint-Germain, mais je ne suis pas Xavier Gravelaine. Attends, un Corse Je crois que je l'ai. Jubilé Non. Mais non, Oh. non. Il a 49 ans. je crois. Non, comment il s'appelle J'ai Si, si. inscrit 76 buts en 259 matchs de première division. Comment il Mon s'appelle palmarès n'est pas vraiment Pouget. épais.
Non. Thierry Non, Pugel. non. Vice-champion de France 98 avec Metz. Finaliste. Non. Non, mais comment Finaliste de la Coupe de la Ligue 95. Bref, je n'ai jamais rien gagné de ma vie. Je n'ai jamais été international français, même si le Stade Saint-Symphorien a longtemps réclamé ma présence à Aimé Jacquet puis Roger Lemaire. Après ma carrière, qui se conclut en Ligue 2 en 2006, j'ouvre une boulangerie avec un ami et je deviens conseiller sportif pour un petit club de la banlieue de Bastia. Attaquant, on passait par le PSG. Écoute bien, à là vous allez peut-être la voir. À Paris, Bastien. j'ai laissé Bruno un Rodriguez. souvenir assez mitigé. Bruno Rodriguez. Pour Pauvre, sauver les bah meubles, oui. j'ai quand même Il est privé marqué l'OM au d'un Cassandre. titre de c'est horrible, champion. Bruno En Rodriguez, effet. bah oui, il s'est fait Et pourquoi on amputer. parle de Bruno Ouais, il s'est Rodriguez fait Parce que amputer. malheureusement, Ah mince, il s'est fait ouais. amputer Amputer la ce jambe. week-end. Mais C'est Jimmy maladie. Angelino qui a appelé tous les Ouais. journalistes de la putain, place ouais. de Paris. Et écoutez bien l'histoire, on en reparlera sans doute dans une prochaine Vache. émission d'House of Sport parce qu'il a subi trop d'infiltration lors de sa Non. carrière à Ouais. cause de ses blessures à la cheville. Et Et la ça, c'est douleur ouf, était hein. telle qu'il Ouais. a demandé à ce qu'on en Et plus c'est de ouf parce son- que c'est Baptiste Souta qui en avait parlé aussi. Oui, t'as raison, Et, c'est vrai. il en avait parlé de ça. Il avait lui aussi reçu. Il avait dit j'ai des douleurs à ne plus endormir la nuit. Et c'est terrible. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé des sifflets ce week-end, mais Ouais. il y a eu aussi Une une belle banderole banderole pour Bruno Rodriguez. pour Bruno. Merci Bruno. Tout à fait. Courage Bruno. Exactement. Courage Bruno, incroyable. Très Quelle histoire. rapidement, les gars, je propose sur la minute qui nous reste, qu'on délibère et qu'on se termine sur l'un des 5 à la suite que j'ai prévu aujourd'hui, dédié au club londonien. Ah bah, C'est-à-dire, je vous raconte une histoire pour retrouver le club. Club londonien le plus au nord de Londres, ma devise est en français, oser c'est faire. En remportant la Coupe des Coupes en 63, je deviens le premier club anglais à remporter un trophée européen. Tottenham. Exactement, bravo, C'est un Alex point qui est pour le plus eux. au nord, je suis débile, moi. Je suis le club le plus au sud, cette fois-ci de Londres. Mon nom est un hommage au célèbre palais d'exposition composé de fonte et de verre qui a servi à la première exposition Crystal universelle, Palace. Crystal Oh, Palace. bravo. Tout à fait, Tellement bravo mon Crystal Polo. Palace. Ah, c'est la culture, c'est pas Je le suis sport. le club londonien le plus titré en championnat et en coupe d'Angleterre, pardon. Arsenal. Arsenal, tout à fait, un point pour vous. Je n'ai jamais remporté le championnat anglais, pourtant je suis une écurie historique du football anglais. Fulham. Non, Ah. plusieurs joueurs qui ont marqué l'histoire ont fait leur classe dans mon académie. Rio West Bromwich. Ferdinand, non, Queen's Park Rangers. Ah, non. Et Frank Lampard pour les plus récents. Ah, West Ham. West Ham. West Ham, West tout à Ham, fait. oui, je pense à West Ham, tu vois, Bromwich. Eh bien Tocard. voilà, ils ont gagné, il nous reste Ouais, une bravo. seconde. Ils ont gagné et on gardera la suite bien sûr pour la semaine prochaine. Merci à tous tout de suite. Le Before. Merci. Merci.